Bonjour et bienvenue dans Carrière anthropologique, le podcast qui présente les débouchés professionnels des études en anthropologie. Je m'appelle Aurore Simons et depuis août 2023, je suis diplômée d'un master en anthropologie sociale et culturelle à l'UCL. Ensuite, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes qui ont terminé leur master en anthropologie pour retracer leur parcours professionnel, les difficultés qu'ils et elles ont rencontrées et les conseils qu'ils et elles donneraient aux futurs diplômés. Ce podcast vise à montrer qu'il n'y a pas que le doctorat et la recherche universitaire qui débauchent en anthropologie, mais que les anthropologues ont leur place dans tous les domaines du marché de l'emploi et surtout qu'il est possible de se réaliser dans 1000 projets professionnels avec un master en anthropologie. Nous accueillons aujourd'hui Sarah qui a terminé son master en anthropologie à l'UCL en 2020. Elle nous racontera sa passion pour l'enseignement et les chevaux, l'importance qu'elle accorde à garder son authenticité en toute situation et la ressource fondamentale que constitue un bon réseau. Bonne écoute! Bonjour Sarah, merci de venir sur le podcast et d'avoir accepté de partager ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en donnant notamment ton âge, l'année où tu as terminé ton master et l'emploi que tu occupes maintenant, éventuellement? Ok. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sarah. J'ai 26 ans. J'ai fini l'anthropologie en 2020. Et l'emploi que j'occupe actuellement est en devenir parce que du coup, je suis actuellement sans emploi et dans un processus de recrutement qui est censé déboucher sur quelque chose de chouette, qui sera de l'éducation permanente pour les travailleurs sociaux de première ligne. Donc, qui serait de faire de la formation pour les travailleurs sociaux de première ligne, mais vraiment en co-création, etc. Donc, voilà. Et donc là, tu as passé... J'ai passé les entretiens et je suis dans la phase administrative juste après où on doit gérer des modalités pour le statut ACS en gros, qui est le statut qui permet d'employer des chômeurs, machin. Donc voilà. Et je dois faire passer tout mon parcours de la Wallonie vers Bruxelles. Enfin, c'est tout un bazar administratif très chiant. Mais voilà, normalement, en tout cas, l'employeur a validé ma candidature et eux, ils ont envie que je fasse partie de leur équipe. Mais voilà. Tant que j'ai pas signé, il y a quand même toujours une petite appréhension parce que j'ai eu quelques blagues dernièrement aussi. Et donc, je me dis que tant que j'ai pas mis mon autographe, je me revendique pas comme étant leur employé maintenant, quoi. Ah bon, on te croise les doigts et normalement, je pense que... j'espère voilà. que ça on donnera bien. On espère, mais normalement, c'est bien parti. Ok, ouais. Et comment est-ce que tu as découvert l'anthropologie et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces études? Alors, l'anthropologie, comment j'ai découvert ça par hasard? Moi j'étais en 5e ou en réto. J'avais des parents assez présents, ma maman beaucoup, et qui m'ont très vite invitée à se poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis d'aller à des séances d'infos et des choses comme ça. Et donc, pour la petite histoire de mon parcours, moi j'ai quand même eu vraiment des grosses difficultés scolaires pendant longtemps, en secondaire, donc à peu près tous les ans j'allais rater cette année, puis en fait ni une ni deux ça passait, donc voilà. Et donc c'est vrai que l'idée de me projeter dans l'avenir, ça me parlait en fait, parce que vu que ce qui se passait scolairement c'était dur. Donc voilà, et donc j'avais d'abord un projet de faire juste une haute école en me disant l'université j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ça n'ira pas. Et à l'époque j'ai eu une très très chouette prof d'histoire qui a quand même dit mais Sarah, t'es née fin d'année, t'es super jeune, je m'en sortais bien en histoire du coup, et qui m'a dit essaye l'université s'il y a des choses qui te plaisent et puis après on verra quoi. Et donc là j'ai réouvert un peu le champ des possibles et j'ai commencé à aller à des séances d'info aussi d'université en plus des hautes écoles, mais j'étais déjà très fort dans le domaine du social de manière générale quoi. Et donc j'avais regardé assistante sociale, j'avais regardé un régenda comme prof ou des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bon ok, on va voir l'UNIF. Et alors, en fait, à l'UC Louvain à l'époque, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe encore, ils faisaient une séance d'information groupée avec le bac socio-anthropo, sciences humaines et Sciences Po. Ok.
Et donc moi j'allais pour écouter sciences politiques et pour écouter sciences humaines. Parce que dans la tête de mes parents, socio-anthropo c'était des études farfelues et que anthropologue c'était cette définition qui n'est pas tout à fait la définition belge mais plutôt archéologie revisitée quoi. Et donc pas du tout ce qui m'animait. Bref, donc la séance d'info commence, j'étais avec ma maman. Et, euh, et ils évoquent, je pense, en tout premier les sciences humaines. Et donc ils expliquent, voilà, et ce que j'en ai retenu maintenant, c'est peut-être pas du tout les sciences humaines, mais c'est que c'était très fort intrinsèquement lié aux sciences du travail. Et moi, finir RH dans une grosse boîte, c'était pas mon rêve, quoi. Et donc j'étais un petit peu déçue en me disant, je me retrouve pas tant là-dedans, quoi. Et puis ils expliquent Sciences Po. Alors là, il y avait mon âme un peu militante qui est appelée par le truc et qui se dit, ouais, on va faire la révolution. Et puis l'étude de toutes les institutions européennes, tous ces trucs-là. Et là, à nouveau, un peu déception. Et ils enchaînaient les trois, mais on pouvait quitter si on était intéressé que par l'un ou par l'autre. Les gens pouvaient rentrer, sortir. Et puis il en restait juste un, et on était un peu gênés parce qu'on était en milieu de rangée avec ma mère, socio-anthropo, et donc on se dit, bon, on va attendre, on va juste attendre que ce soit fini, et puis on pourra partir, quoi. Donc j'étais pas dans un super bon mood parce que justement, je me disais, merde, j'ai pas trouvé ce que je veux faire, quoi, c'est pas ça. Et là, il commence à expliquer sciences socio-anthropo, du coup. Et, et là, c'était rigolo, mais ma maman le raconte encore maintenant, je commençais à sourire. Et on pouvait pas trop parler, on se faisait des signes, genre plus ou moins vers le haut, quoi. Et je la regardais, j'étais là, c'est super, je veux faire ça. Et donc ça m'a vraiment parlé tout de suite. Alors je sais plus ce qu'ils ont raconté, mais ça m'a parlé vraiment, où je me suis retrouvée dedans, quoi. Et donc on rigole souvent en disant qu'après le parcours a été de rentrer à la maison et de dire à mon père que j'allais faire pas de l'archéologie, mais quand même de l'anthropologie. Enfin, mon père me soutenait dans mes choix, mais mes deux parents sont juristes, donc c'était pas leur monde du tout, quoi. Ouais. Et donc un truc un peu du luberlu, c'était ouf. Et donc voilà, mais je pense que mon choix s'est presque décidé à ce moment-là, même si j'ai continué de me renseigner, etc. Mais j'avais eu mon coup de cœur à ce moment-là. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'anthropologie. Et t'avais directement flashé sur l'anthropologie ou bien c'était le bachelier de manière générale qui t'avait parlé et tu savais pas encore trop ce que t'allais faire en master ou Très bonne question. Eh ben, non, c'est globalement. Alors, je sais vraiment plus du tout qui c'était, qui a fait cette présentation, mais il parlait un peu, il donnait des témoignages, etc. Il y a de fortes chances qu'à mon avis c'était un anthropologue plutôt qu'un sociologue. Mais à l'époque c'était le bac parce que je prévoyais faire un master en sciences de la population et du développement. Parce que j'étais super engagée dans des associations de coopération de développement. J'ai fait un parcours chez DBA, Défi Belgique Afrique, qui est une ASBL qui permet à des jeunes mineurs de faire un séjour interculturel. Donc j'étais fort intéressée par ces questions-là. Et donc c'est surtout ça qui m'a parlé à la base. Et donc j'ai commencé le bac et j'ai pris cette mineure en sciences de la population et du développement. Et je me suis un peu ennuyée dans cette mineure où je trouvais qu'il n'y avait pas une grande coordination, donc on voyait les mêmes trucs dans deux cours différents. Enfin, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce thème-là en fait. Et en troisième, on avait le fameux séminaire, je sais plus comment il s'appelle, mais la première fois qu'on pouvait faire un peu du terrain, quoi. Et on pouvait choisir soit socio, soit anthropo à l'époque. Et donc moi j'avais choisi anthropo. Et là j'ai commencé à faire du terrain et la démarche m'a plu à fond. Et c'est à ce moment-là, à la fin de ce travail-là, où tout le processus durant l'année m'a vraiment plu et où je me suis dit non, je veux faire ce master-là, quoi. Donc j'ai changé d'avis en cours de route. Donc voilà. Trop bien. Mais je posais la question parce que souvent les gens connaissent la socio, où ils sont surtout attirés par ça. Et c'est quand même très rare des personnes en réto qui disent oui, moi je vais faire anthropo, quoi, tu vois. Ouais, donc, clairement. Et en tout cas, personnellement, c'était mon parcours, tu vois, de vraiment être plutôt attirée par la socio. Et après, d'être là, mais en fait, l'anthropo, c'est quand même pas mal, tu vois. Et donc, de me diriger par là, quoi. Mais oui. Et donc, est-ce que tu as fait d'autres formations, études après ton master en anthropo? Ou bien tu t'es arrêtée là? Non, bien sûr. Moi, j'ai toujours, comme je disais, j'ai eu du mal en secondaire, mais par contre, une fois que j'ai trouvé ma voie en anthropo, ça s'est passé comme sur des roulettes. Enfin voilà, il y a eu du travail, il y a eu des obstacles, etc. Mais j'étais là où j'avais envie d'être, et donc j'étais motivée, et donc j'ai toujours trouvé le moyen que ça fonctionne. Et j'ai beaucoup aimé en fait mes études, vraiment. Encore aujourd'hui, je me le dis souvent.
c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée pour la vie étudiante, mais vraiment ce que je faisais. Et j'entends quand même énormément de gens pour qui les études, c'était plutôt une étape dans la vie, vivre à Louvain-la-Neuve et faire la fête. Mais les études, c'était un peu le truc pour légitimer sa place là-bas auprès de ses parents, quoi. Tandis que moi, j'ai vraiment aimé les études que j'ai faites, surtout à partir de la Bac 3 Master. Et donc voilà. Et arrivé en fin de parcours, donc moi j'ai rendu mon mémoire en août. En écrivant mon mémoire sur la fin, j'étais déjà en train de candidater à des boulots et tout ça, donc j'ai travaillé pendant 2 ans, on va en parler après. Et après, ça m'a manqué vraiment d'apprendre, d'être dans cette posture d'élève, d'étudiant, d'apprenant, quoi. Et donc j'ai repris une formation et puis une autre. Et donc en fait, la première que j'ai repris, c'est quand j'ai su que je continuerais pas à travailler là où j'étais. Et donc j'ai repris une formation en hypothérapie. Ok. Donc c'est la thérapie par médiation avec le cheval. Parce que j'ai toujours été passionnée par les chevaux, vraiment depuis ma plus tendre enfance. Et que pour moi, ça a toujours été un espace dans lequel qui me faisait vraiment du bien d'être auprès d'eux. Et donc j'avais envie de voir, j'étais juste curieuse et j'avais envie d'apprendre à nouveau. J'ai vu un parcours et j'étais là, je vais faire ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un parcours où normalement il fallait faire une candidature des mois à l'avance, tout ça. Moi j'ai appelé fin août et ils ont eu un désistement la veille. Et ils m'ont dit, ah ben ok, on vous prend, c'est un désistement. Enfin, je veux dire, donc c'était vraiment absurde. Donc voilà, et donc là j'arrive à la fin de la 2e année de mon parcours, qui est la dernière. Il me reste plus que ici fin juin la certification. Et tu fais ça sur combien de temps du coup? C'est une formation de 2 ans et c'est une formation qui se fait les week-ends pour la partie formation, et après il y a des stages à placer là quand on veut, quoi. Mais bon, quand même une grosse quantité de stages assez conséquent. Donc voilà. Et donc l'année dernière j'ai fait ça en grande partie, puis d'autres choses à côté. Mais donc, je travaillais plus. Et cette année, il me restait cette formation d'hypothérapie, il me restait majoritairement des stages. C'est un secteur qui n'est pas hyper connu et du coup, c'était pas facile de trouver un stage, surtout un stage qui me plaise. Et donc, j'ai finalement trouvé un endroit, mais c'était que les matins. Et donc là, j'ai pas pu reprendre un travail parce que c'était les matins, mais ça changeait un peu et tout ça. Et donc, je me suis dit... je vais pas m'embarquer dans un nouveau boulot et leur dire alors je suis pas dispo tel jour, pas celui-là non plus, mais celui-là peut-être, je sais pas encore. Ça dépendra de la météo, parce que si c'est fait dégueulasse, je serai disponible parce que peut-être qu'on annulera les séances. Donc voilà, donc c'était mal parti pour retrouver un boulot à ce moment-là. Et donc j'ai toujours été intéressée par l'enseignement, enfin la pédagogie. J'adore ça, j'adore transmettre. J'étais dans plein d'associations, mais plutôt comme animatrice. Et donc, je me suis toujours posé la question de est-ce que je ferais pas l'agrégation en plus. Et on m'a dit, mais si, Sarah, fais-la, c'est la dernière année ou c'est en un an. Et donc, c'est le moment, c'est l'instant. J'ai eu plein de témoignages horribles sur l'agrégation qui disaient que c'était super chiant et que c'était pas du tout intéressant. Et donc voilà, et puis on s'est lancé avec une pote qui s'est déchauffée, mais moi j'étais déjà inscrite, j'étais là, zut. Je comptais juste faire ça pour faire ça ensemble avec une copine de socio-anthropo justement. Et finalement j'ai quand même continué, donc cette année j'ai l'agrég et la fin de ma formation d'hypo. Donc c'était quand même assez intense entre les stages d'hypothérapie, les stages dans les écoles, dans des classes de sciences sociales du coup, de 4, 5, 6. Ok, trop bien, voilà. Trop bien. Et là, j'arrive à la fin du parcours aussi, il me reste un examen en juin et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Ok, trop bien. On va peut-être retourner un peu durant ton master. J'ai une petite question toujours assez un peu par curiosité, tu vois, mais c'était quoi le sujet de ton mémoire? Le sujet de mon mémoire. Alors moi, j'ai travaillé sur la mystique du travail Baïfal. Baïfal, ça s'écrit B-A-Y-E-F-A-L-L. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Les Baïfal, c'est une communauté qui est née au Sénégal, qui maintenant s'est étendue quand même à travers le monde, qui est une communauté musulmane, mais plutôt dans un courant très ésotérique. Donc, ils sont reconnus par d'autres communautés beaucoup plus pratiquantes comme étant un espèce de faux courant, un truc un peu perché, pas vraiment, enfin ils respectent pas les 5 piliers de l'islam par exemple.
Donc ils font pas le ramadan. Ils... Voilà, c'est autre chose. Et donc je me suis retrouvée dans cette communauté au Sénégal pendant 3 mois. Et je voulais à la base étudier l'écologie parce que c'était aussi un écolieu. Ils avaient pas mal de réflexions par rapport à l'agroécologie, etc. Et en fait, après plusieurs mois, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, il y avait des aubergines qui poussaient dans le sable. Et eux, quand je leur demandais comment ça fonctionnait, ils me répondaient toujours la même chose, c'est Dieu. J'étais là, ouais, mais la bon dos, Dieu. Enfin, je veux dire, il permet de faire pousser les aubergines, il fait tout chez vous, c'est pas possible. Et donc, finalement, je me suis quand même tournée vraiment plus sur ces questions spirituelles, qui n'étaient pas du tout les questions que je voulais aborder à la base. Et donc, en fait, eux, ils sont pas sur les 5 piliers traditionnels et ils se les réapproprient autrement. Et donc, en fait, ils travaillent pour Dieu, ils font ce qu'ils appellent le travail sanctifiant. Et donc, les gens qui vivent dans la communauté physique dans laquelle moi j'étais, ils sont logés, nourris, blanchis et ils travaillent sur les projets de la communauté en échange. Et donc en fait, moi j'ai écrit mon travail en 3 temps sur finalement la résilience personnelle, sociale et même sociétale de ces personnes qui finissent dans ces communautés qui ont en fait souvent un parcours vraiment compliqué. Compliqué socialement, compliqué religieusement parce qu'ils n'ont sûrement pas respecté des trucs du Coran et donc assez marginalisés par rapport à ça. Et donc en fait c'est des gens qui sont un peu perdus, qui finissent par trouver cette voie spirituelle-là et qui finissent par retrouver une forme d'existence sociale et de reconnaissance sociale à travers cette conversion religieuse-là, quoi. Okay. Donc voilà. Ouais, bah super intéressant, vraiment. Ouais, ça l'était, vraiment. C'était inattendu, mais ça l'était. J'ai beaucoup aimé être sur le terrain, j'ai beaucoup aimé écrire. C'était vraiment très chouette. Donc, et c'était super riche de vivre une vie qu'on ne vit pas du tout chez nous, quoi. Ouais, c'est sûr. De se dire, là, il y a la notion financière qui rentre quasiment jamais en jeu. Ça amène d'autres problématiques. Mais bon, je veux dire, le parcours de ces gens était super intéressant. Et eux, ils voyaient tout à travers le prisme religieux. Mais c'était dingue ce que la religion était capable de leur faire faire, de leur faire penser d'eux-mêmes aussi. Des gens qui n'avaient pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes et puis qui se sont retrouvés dans cette communauté-là et qui ont retrouvé une place, du sens, du lien aussi. Donc voilà, c'était super intéressant et super riche comme terrain. Voilà. Trop bien, trop bien. Et donc après ton master, tu dis que tu as postulé, que tu as travaillé pendant 2 ans. Quel était ce travail, du coup, pendant 2 ans? Je suis retournée finalement. Donc en fait, j'ai postulé effectivement en même temps que j'écrivais mon mémoire. Et j'ai été prise à l'ICHEC, donc la Haute École de Management, ici à Bruxelles. Et donc j'ai été prise comme gestionnaire de projet sur un projet qui fait de la coopération internationale et qui permet à des étudiants de Bac 2 de faire un séjour interculturel, soit en Inde, soit au Bénin. Et ils peuvent faire ça à la place d'un stage un peu traditionnel en entreprise. Et donc en fait, moi j'ai été embauchée sur ce projet-là pour 2 ans. Et donc j'ai travaillé là de septembre à septembre, 2 années plus loin. Et en fait, je suis arrivée à une période de vie où c'était assez particulier. On était confinés, le Covid était encore bien là. Et donc, en dernière minute, on a appris que tous les étudiants qui étaient inscrits dans notre option ne pourraient pas partir en Inde et au Bénin. Aïe. Et ils ne voulaient pas annuler l'option et remettre tout le monde en entreprise traditionnelle. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas des projets dans le secteur associatif bruxellois à la place ? Et donc, c'était le challenge, c'est qu'on avait 90 étudiants inscrits et il fallait trouver 90 places de stage en 5 mois, je crois. Un truc comme ça. Et ils m'ont dit, mais Sarah, t'as l'air d'avoir vraiment un super réseau, toi, à Bruxelles, c'est hyper cool, t'as plein de potes qui travaillent dans l'associatif, t'essaierais pas de nous dégoter des stages. Finalement, je me suis retrouvée toute seule à dégoter 90 places de stage. Des stages qu'on voulait en groupe pour vraiment avoir une expérience collective. Ça faisait aussi partie un peu dans ce parcours de formation managériale, comment on est en groupe, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai été chargée de projet et chargée de trouver des partenaires. Et ça m'a amusée à fond.
Donc j'ai passé ma vie au téléphone pendant 2 mois, à rebondir de contact en contact en contact, pour finalement arriver à réussir la mission. Et donc les étudiants étaient en stage à Bruxelles. On a fait ça 2 ans, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2 ans. Et puis, parce que l'année d'après, ils sont pas repartis non plus. Ok. C'était toujours foireux, je crois. Oui, j'ai de temps en temps un petit trou. Pourtant, ça remonte il n'y a pas si longtemps. Mais bon, bref. Et puis voilà, et en fait, moi, je voulais que le projet en Belgique continue. Parce que je trouvais vraiment que ça avait du sens. Que justement, on était beaucoup moins dans finalement une philosophie qui était quand même très coloniale sur la manière de faire les choses, dans la sauce dans laquelle on était au sein de l'ICHEC, dans laquelle moi, je ne me retrouvais pas du tout après avoir fait mes études d'anthropo. Et donc en fait en Belgique on avait finalement un rapport beaucoup moins de domination et beaucoup moins de charité. J'avais un manager qui était lui-même très chrétien et qui comprenait pas trop en fait enfin il trouvait ça être un acte généreux, etc. Et j'étais là oui ok, mais la manière dont on le fait c'est super important quoi. Et nous on le faisait de manière un peu trop coloniale à mon goût. Donc voilà, donc j'ai fait 2 ans et puis quand ils m'ont proposé un CDI, j'ai dit non merci. Et entre-temps, sur les 6 derniers mois, j'avais repris aussi... Je m'ennuyais un petit peu dans mon boulot, très honnêtement. Et donc, et j'avais une collègue qui partait en congé mat. Et donc, du coup, moi, j'ai repris son mi-temps en plus de mon plein temps. Mais finalement, je faisais qu'un plein temps. J'arrivais à faire condenser ce que je vais faire pour le projet de coopération en un mi-temps. Et je donnais cours à des bacs 1 sur la méthodologie de la recherche en sciences sociales. Et donc leur apprendre les prémices, comment est-ce qu'on fait une problématique, comment est-ce qu'on cherche des articles scientifiques, c'est quoi un article scientifique, une hypothèse, des questions, un entretien aussi. Et donc voilà, et donc je donnais ça sous des formats TP, donc des classes d'une vingtaine d'étudiants, j'avais 3 classes pendant tout le quadrimestre. Et ça, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est la partie que je préférais et c'est là où je me sentais le plus à ma place, entre guillemets. Et donc ça rejoignait un peu parce qu'ils m'ont, entre guillemets, accepté comme remplaçante. En même temps, j'étais une remplaçante gratuite, donc c'était super. Mais parce que j'étais déjà payée pour un plein temps. Mais parce que justement, j'avais fait anthropo et donc que grâce à l'anthropo, j'avais tout ça bien en tête. Plus que d'ailleurs certains profs de management qui n'avaient pas une très grande formation sur les pratiques de recherche, quoi. Et donc voilà. Et donc après 2 ans, ils m'ont proposé un CDI et j'ai dit non. Ok. Et c'est ça notamment qui t'a aussi donné envie de peut-être faire l'agrégation ou de te lancer plus dans l'enseignement? Ouais. Oui, c'est vraiment venu hyper fort renforcer le fait que j'aimais bien être devant une classe, que je trouvais ça hyper chouette d'être la personne qui fait émerger des questionnements, des réflexions, des apprentissages chez les jeunes et tout. J'aimais bien le public et c'était un public de bac 1, donc en fait on n'était pas si loin d'un public de réto. Et puis j'avais des chouettes retours des étudiants, on avait un hyper chouette contact. C'était rigolo parce que j'étais pas j'avais pas une grosse différence d'âge avec eux. Et pourtant, ça n'empêchait rien. Je trouvais que l'échange était hyper intéressant, qu'on pouvait s'apporter beaucoup, que moi, là, j'avais de la crédibilité par le parcours que j'avais fait et pas par l'âge que j'avais. Et donc, j'aimais bien ça. Et donc, c'est pour ça que la grecque, ça a aussi fait partie des possibilités. J'ai toujours dit dans ma tête que j'aimerais bien enseigner. Alors, pas du tout enseigner à la tradi magistrale, blablater pendant 2 heures et que personne n'écoute. Mais en sciences sociales, c'est pas un métier encore en pénurie, le professeur de sciences sociales. Tant mieux, d'une certaine manière. Et donc, du coup, il faut un diplôme pédagogique. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai à moitié décidé. Hein. Clairement, la grecque, c'était un peu genre, j'ai du temps, mais pas vraiment, je peux pas travailler, mais je finis une formation, si on en faisait une deuxième, j'adore apprendre, voilà. Et donc voilà, finalement l'agrégation ne rencontre pas du tout mes attentes intellectuelles ni pédagogiques. Elle est à mes yeux complètement la masse, mais voilà, au moins j'aurai le ticket en sortant qui me permettra d'enseigner
Et puis ça me permet d'avoir plein d'exemples de profs qui montrent exactement ce que je veux pas faire. Donc ça, c'est super chouette aussi. Et puis c'est rassurant parce que tous les futurs profs qui font cette agrég, comme moi, les étudiants, on est tous d'accord de se dire que voilà, qu'ils sont un peu à côté, quoi. Genre à côté ou archaïque, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est pas top. Donc voilà. Bah, j'avais 2 amis de ma promo qui ont aussi commencé l'agrégation donc en septembre passé et qui ont arrêté au bout de 2 mois parce que vraiment ça ne leur parlait pas du tout. Et donc voilà, et en plus, bah oui, elle disait aussi que c'était la dernière année où c'était 30 crédits ou que ça se faisait en un an. Et enfin bref, et après ça passe en 60 crédits, 2 ans, ouais. Je sais pas ce que ça va devenir, mais je me suis dit que... Enfin, j'espère qu'ils vont revoir le contenu des cours, mais il n'y a pas que la forme qui suit pas, quoi. C'est le fond de ce qu'ils racontent qui est assez problématique pour certaines choses. Et puis c'est aussi très fort de... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, ok. Et donc il y a beaucoup d'incongruences dans la manière et d'incohérences dans cette agrég. Et pas grands apports pédagogiques pour être le prof révolutionnaire de demain, quoi. Donc on se l'inventera tout seul. On se l'inventera autrement. Mais moi, quand j'étais à l'ICHEC, il y avait une formation en pédagogie que j'avais suivie justement parce que j'avais envie de m'améliorer par rapport aux cours que je donnais, etc. Et c'était beaucoup plus riche, une formation privée que j'ai faite dans ce cadre-là qu'un an d'agrégation. Voilà. Okay. Donc voilà, même en termes de terrain, les stages, ils sont pas très nombreux. Alors, pour ceux qui travaillent à côté, c'est compliqué. Mais bon, moi, j'ai fini mes stages fin janvier et je les ai enchaînés en même temps que mes examens. Donc, c'était faisable, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est juste dommage de se dire qu'on est tous hyper... on a tous une soif d'apprendre et d'être des enseignants pertinents, réflexifs et tout ça, et que ça n'a pas l'air d'être la priorité de l'agrégation, quoi. Ouais. Donc voilà, ils ont plutôt envie qu'on soit docile. C'est un peu difficile. Moi, je suis pas très docile de base. Donc voilà. Ouais. Après, je pense qu'il y a plein de choses à réinventer dans le système éducatif et scolaire de manière générale, je pense. Mais enfin, voilà. Tout à fait. plein. Mais sinon, donc, quand tu écrivais ton mémoire et que tu postulais, comment est-ce que tu t'y prenais pour ça? Est-ce que tu regardais sur certains sites internet? Est-ce que tu en parlais autour de toi? Enfin voilà, comment est-ce que tu postulais? Donc quand moi j'étais à l'UNIF, j'étais en quota projet et j'avais une copine à l'époque qui était à fond, qui elle a fait sciences du travail et qui était géniale pour ça. Elle avait toujours tous les trucs et astuces. Et donc, elle avait recensé un peu tous les sites qui existaient, enfin, les bases de données sur lesquelles on retrouve les offres d'emploi. Et donc, elle avait un mail qu'elle m'a envoyé avec le nom de tous les sites. Et ça passe de mon ASBL à Alterjob à... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait un truc sur l'économie circulaire. Il y avait aussi, je sais plus, celui sur la culture. Enfin, moi, j'ai beaucoup surfé finalement sur Alterjob. Ouais. Après, parfois, les gens parlent aussi du guide social. Oui, du guide social, oui, c'est ça. Acodev, mais... Ouais, tout à fait. Mais si, ils sont tous les deux dans la liste. Acodev et le guide social, tout à fait. Et donc, j'étais là-dessus et je regardais un peu les offres qui me parlaient. À ce moment-là, j'étais quand même globalement plutôt dans tout ce qui était encore coopération, d'une certaine manière, le rapport au Sud, etc. Et puis, j'avais cette expertise-là de par les engagements bénévoles que j'avais eus par le passé, puis mon mémoire qui était à nouveau en Afrique, et donc, sur l'Afrique, et donc voilà, j'avais, entre guillemets, un CV qui se complétait bien par rapport à toutes ces thématiques-là. Et donc l'offre d'emploi, finalement, elle n'est pas devenue de là. Elle est venue de cette fameuse association DBA qui fait un projet vraiment assez similaire à ce que nous, on faisait à l'ICHEC, au Housing Project. Et ma sœur était encore à DBA et donc ils avaient reçu cette offre d'emploi et ils me l'avaient transférée. Voilà. Okay. Et donc c'est comme ça que le parcours a commencé. Mais j'ai candidaté à plein d'autres trucs auxquels... combien? Je crois que j'avais décroché... que je ne dise pas de bêtises, 2. Enfin, en plus de celui-ci, il y avait 1 ou 2 trucs où j'avais décroché un entretien et j'avais candidaté à 10-15 trucs, quoi. Donc,
Je me mettais vraiment à fond là-dessus. Je naviguais entre mémoire et recherche d'emploi, quoi. Je me voyais pas du tout... Je sais pas, j'avais envie de travailler après, quoi. J'avais envie de me lancer, j'avais pas envie de rester à rien, ou de voyager, ou de... Voilà, c'était mon projet du moment. Et puis, donc, j'ai commencé à travailler le 1er octobre, quoi. Donc, j'ai rendu mon mémoire et puis j'ai commencé à travailler même pas un mois plus tard, quoi. Donc, voilà. Ouais, bah, très bien, très bien. Et tu connaissais d'autres personnes qui postulaient aussi en même temps que l'écriture des mémoires? Ah bah ça, je n'en sais rien. Il y en avait quand même beaucoup dans notre promo qui parlaient de recherche ou qui voulaient la tenter ou quoi que ce soit. Et donc je sais pas s'il y en a qui... Mais à nouveau, c'était encore une période où on était toujours un peu dans ce Covid, je sais plus à quelle période, mais donc moi je me suis retirée dans la maison de campagne d'une copine qui faisait Angers Civil, rien à voir. Et donc on écrivait à deux notre mémoire et voilà. Donc... Ouais. Et qu'est-ce que tu crois qui t'a aidé le plus dans tes candidatures ou sur le marché de l'emploi? Parce que tu as fait pas mal de volontariat, de bénévolat. Est-ce que c'était des expériences qui ont été valorisées après lors d'entretiens? Parce que quand tu as fini tes études, tu n'as pas d'expérience généralement, ou en tout cas très peu. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, on est toujours sur cet éternel débat de tu sors de l'UNIF et puis tu candidates à des trucs et ils te disent ah oui mais vous n'avez pas assez d'expérience. Oui effectivement c'est un fait. Oui je sors de l'UNIF, c'est con ça. Donc voilà, je dis ça parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui en sont à ce stade aussi. Mon meilleur pote a mis un peu plus de temps à finir et il est là-dedans et même le côté quota projet ça suffisait pas quoi. Ça suffit pas pour le moment alors que je pense que c'est une personne avec plein de pertinence pour plein de boulot, quoi. Mais donc, effectivement, moi, chez moi, c'est ce qui revenait souvent dans les entretiens d'embauche, c'est le fait que je m'étais engagée dans DBA. Et puis après DBA, j'ai fait Quinoa, qui est aussi une association de coopération de développement avec un gros penchant interculturel et décolonial. Et puis j'ai fait d'autres trucs, j'ai toujours fait les quotas projets, les scouts, tout ce qui était à côté était souvent très valorisé. Et puis de temps en temps, on me disait ah, vous avez fait entrepôt. Je veux dire, c'était un peu l'anecdote. Non, c'est pas vrai, mais c'est rarement ce qui était mis en avant. En tout cas, de ce boulot-là qui a pris, parce que c'est celui où je me souviens le mieux, on a plus insisté sur mon parcours, on va dire, extra-scolaire, extra-académique, que sur l'anthropo. Et après coup, mes collègues de mon équipe, ceux qui n'étaient pas là à l'entretien d'embauche, m'ont dit non, mais nous, on savait que les anthropologues, c'était des bons. Je veux dire, donc il y avait quand même ceux qui étaient plus sensibles, qui étaient plus dans une vision un peu décoloniale du truc. Ils étaient tous les deux en train de faire, ils ont tous les deux fait une thèse sur la coopération au développement, mais via le management et tout ça. Et donc eux étaient plus connectés parce qu'ils lisaient un peu des articles par là. Mais sinon, c'est vrai que l'anthropo, c'est une niche, quoi. Ça le reste. Alors je crois qu'on aime... j'ai l'impression que les employeurs aiment quand même bien le côté réflexif de l'anthropologue, le côté... on a vraiment appris à développer notre sens de l'observation, par exemple, notre réflexivité, les questionnements sur notre posture. Ah, une posture de travailleur. Ah, vous posez des questions sur ce que vous êtes. Est-ce que vous vous insufflez, est-ce que votre présence insuffle ou impacte dans le travail, etc. Et donc c'est souvent par après que j'ai l'impression que ça vient, en se disant ah ok. Ou même ici, même dans ma formation de dipo, ils disaient ah mais Sarah c'est fou quand même la manière dont tu arrives à observer les chevaux ou même les patients. Et je disais ça me rassure quand même, j'ai quand même fait 5 ans d'études où ça faisait partie des compétences qu'on nous a vraiment appris à développer, quoi. De ce sens de l'observation, dénué de jugement, rempli de questionnements. Donc oui, c'est plus discret, mais j'ai l'impression que ça reste toujours en filigrane quand même de plein de choses, que ce soit effectivement dans ce monde du travail là, ou même en hypothérapie, où on est dans un autre secteur, mais voilà. Mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression que toi, cette capacité à observer, à écouter, ça devient tellement naturel pour nous, tu vois, que parfois tu t'en prends même plus conscience, tu vois, et que tu es là, mais comment défendre ça alors que, parfois tu as juste l'impression, tu vois, tu penses pas forcément que c'est vraiment une telle qualité, tu vois, parce que tu as presque un peu l'impression que
Bah, tu vois, c'est tellement un mode d'être, de Ouais. vie, tu vois, que... Ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est vraiment un mode d'être et c'est des études qui, en tout cas moi, m'ont profondément transformée, façonnée. J'ai un grand-père qui était sculpteur et c'est rigolo, mais j'ai toujours cette image de se dire, j'étais un espèce de bloc de terre d'argile et ces études sont venues appuyer à des endroits où parfois ça venait questionner plein de croyances perso, des choses comme ça. Et en même temps, on a développé des compétences sur des domaines, bah, effectivement, cette observation, cette réflexivité, cette recherche, cette rigueur, par exemple, que je trouve hyper importante pour plein d'autres choses. Et même quand je donnais cours à l'ICHEC, mes étudiants étaient là, ah non mais madame, ce cours, nous, mais la recherche, c'est pas ça, hein. Nous, on veut être chef d'entreprise, on s'en fout de la recherche scientifique. Et c'est ça que j'essayais souvent de leur dire, c'était de dire, mais essaye de te rendre compte de tout ce que ça t'apprend, que tu pourras après mettre au service de la cause que tu veux. Mais la rigueur, c'est super important pour plein de choses. Le sens de l'écoute, vraiment, de ne pas parler tout du long de ta propre interview, d'interviewer quelqu'un, non. Ou de lui faire dire ce que toi, tu as envie qu'il dise, non. Écoute ce que lui, il a à te dire, puis après, t'en extrairas ce que tu veux. Comme quand moi, j'étais en terrain, on me disait, non, mais c'est Dieu qui fait pousser les aubergines. Non, mais vraiment, c'est quoi que vous mettez comme engrais? Mais on met rien, c'est Dieu. Oh, mais... Et puis c'est seulement après coup, j'étais là, ouais, c'est Dieu. Mais oui, si. Enfin, pour eux, c'est Dieu, vraiment. Et donc, l'engrais, tout ça, ça faisait partie du bazar, mais c'était tout, quoi. Donc, ouais. Et quel conseil est-ce que tu donnerais, du coup, pour peut-être se préparer au monde du travail quand on a fait un master en anthropologie? Enfin, est-ce que tu conseillerais de partir en quota projet, de faire du bénévolat ou de faire éventuellement le stage aussi en anthropo, parce que donc on a la possibilité de faire un stage de 4 semaines et voilà, il y a très peu de gens qui le font. Mais voilà, je sais pas si... Ouais, je savais même pas qu'il y avait un stage. C'est à toi de trouver un peu le moment où tu le fais, enfin c'est 4 semaines, mais vraiment il y a très peu de gens qui le font et tu le remplaces par un cours ou deux, je pense. Et voilà, mais... Ok, mais c'est bon à savoir. Des conseils, je trouve ça toujours très dur parce que chaque parcours est différent et que chaque personnalité est différente. Mais je pense que même indépendamment de l'anthropo, continuer à vivre dans le vrai monde, c'est important. Et de ne pas vivre sous cloche pendant tes 5 ans d'études. Donc je pense que c'est vraiment important, oui, de s'investir dans des assos qui font sens pour toi, de mettre de l'énergie dans que ce soit une activité sportive, un quota projet ou n'importe quoi, mais de savoir pourquoi tu le fais. Parce que même si par exemple tu te mets dans l'équipe universitaire de volley de l'UNIF et pas dans un quota projet, ben, tu le fais, mais qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Ben, la persévérance, le travail, enfin je veux dire, tu apprends toutes ces choses-là et c'est pas juste du volley, quoi. Et donc, oui, moi je le conseillerais à n'importe qui de continuer de faire plein de choses et de s'investir. Parce que ça aussi, c'est un travail, en fait, apprendre à s'engager dans quelque chose. Ben, si tu l'as jamais fait, je veux dire, il y en a plein qui ont fait des études et qui se sont jamais engagés dedans, qui ont toujours fait ça en surfant un peu au-dessus. Et puis arriver dans le milieu du travail, ben c'est compliqué en fait de comprendre qu'est-ce que ça veut dire je m'engage. Alors oui, vous m'engagez, mais moi je m'engage dans ce que je fais aussi. Comment est-ce que je m'engage? Comment est-ce que je travaille? Quel cadre j'ai besoin pour travailler, pour être efficace? Est-ce que j'ai besoin d'être valorisée dans ce que je fais ou est-ce que j'ai besoin qu'on me laisse de l'indépendance? Enfin, c'est toutes ces choses-là où tout ça on ne t'apprend pas. On te dit tu vas faire des études et tu vas travailler et ça permet de gagner des sous. Ok. Jusque-là, c'est bien. Mais après, on t'explique pas comment être épanoui, comment faire sens dans ce que tu fais. Je trouve que la question, elle se pose beaucoup en ce moment, la notion du sens au travail. C'est sûr. Et donc, si après, tu te retrouves tes études, t'as jamais rien expérimenté de toi-même, en fait. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que j'aime bien les grosses structures? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai besoin d'un truc super familial. Tout ça, ça compte. Et si t'as juste fait tes études... le monde du travail, c'est tout un univers qu'il faut s'approprier en plus de ton travail, quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est important quand même de cultiver plein de trucs à côté. Après voilà, c'est ma personnalité qui est comme ça et je continue de faire ça sur plein d'autres aspects encore dans ma vie maintenant, mais voilà, je trouve que c'est important, oui.
Et est-ce que tu as été satisfaite de ta formation? Enfin, surtout, là, je parle surtout du master en anthropo. Ouais. Ben, ici, on est 4 ans plus tard, plus ou moins. Et 3 ans et demi, 4 ans. Et je pense que oui, j'ai gardé le meilleur. Sûrement que sur le moment, j'avais plein de critiques à faire. Et les profs aimaient bien ça aussi. Ils nous avaient formatés pour être super critiques. Alors du coup, on était devenus vraiment forts. Mais non, globalement, j'ai beaucoup aimé. J'étais satisfaite de ma formation dans le sens où j'ai pu, comme je le disais, m'expérimenter. C'était pas juste je vais faire du terrain un petit peu. C'était ok, je grimpe dans un avion. Moi, c'était vraiment un souhait, par exemple, de ne pas faire du terrain du proche. Quoi. Je voulais vraiment vivre immergée dedans. Et de l'avoir vécu, ben, ça m'a appris plein de choses. Alors oui, j'ai fait un chouette mémoire après. Mais même en tant qu'individu, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de, de rencontres, de partages que j'aurais pas eu l'occasion de faire autrement. Et les cours, moi ce que j'aimais beaucoup, c'est que les profs étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Alors toi tu l'étais peut-être pas forcément sur le même sujet, mais quand quelqu'un te parle de quelque chose qui l'anime, il y a quand même moyen de se raccrocher et de s'identifier au fait que l'autre est complètement immergé et complètement passionné par ce qu'il fait, que à l'inverse d'avoir un prof qui donne un peu plein de cours différents et qui vient là et qui raconte sa disquette et puis qui se casse quoi. Et donc ça c'est ce que j'aimais, c'était que les profs étaient impliqués, continuaient d'être chercheurs, continuaient d'être à notre place, de se prendre des tartes dans la tronche par le terrain et de se dire allez on est reparti. Et donc ça je trouvais riche de pouvoir découvrir tout ça. De pouvoir, en fait, c'est plus les personnalités de chaque prof qui m'ont marqué, moi, que ce soit Pierre Jo, Jacinthe ou Pascal Jamoul, ou même Olivier Servet, qui avait des terrains qui étaient quand même très très loin de ce qui m'intéressait moi. Et encore, pas vraiment, parce qu'il y avait le côté spirituel qui est arrivé par hasard dans mon mémoire, et donc c'est finalement lui qui a lu mon mémoire comme évaluateur. Et où il continue de m'inspirer aujourd'hui parce que quand j'ai été en stage, j'ai donné un stage sur la subjectivité du chercheur dans une classe de réto. C'était le thème du cours de 6 heures que je devais donner et j'ai passé une vidéo de Olivier qui raconte un truc. Donc je pense que ce qui fait sens, mais après c'est ce qui fait sens pour moi dans la vie en général, c'est le contact humain. Et donc c'est d'avoir des vrais humains qui partagent des trucs. Qui leur parlent, quoi, qui les font se sentir vivants. Et ça m'a suffi. Après, te dire ce qui a été raconté dans des cours spécifiques, sûrement, j'en sais rien. Mais vraiment, je ne sais même pas, sûrement, je suis sûre. Je ne me souviens de rien, à part des anecdotes. Mais par contre, ça a façonné qui je suis et ça m'a donné à penser sur qui j'avais envie d'être et quelles étaient mes inspirations et de me dire mais moi je vais être comme elle un jour et peut-être que je ferai pas la même chose mais je vais avoir cette approche là en tout cas pas en mode fanatique mais vraiment de se dire ça c'est une approche qui me parle je veux m'insérer dans un courant comme celui-là donc je trouvais ça intéressant de faire ça dans le cadre universitaire d'avoir un diplôme à la clé et en même temps ça te façonne qui tu es et quand je vois beaucoup de gens de mon âge qui ont fait des autres études des études dans lesquelles il y a énormément d'étudiants, donc il y a beaucoup moins de rapports de proximité, ben, je me demande vraiment humainement ce qu'ils ont pu vivre, quoi. À part ingurgiter de la matière dont ils se souviendront sûrement pas comme moi, parce que si moi je les trouvais passionnants à l'époque et que j'adorais les étudier et que je me souviens de rien 4 ans plus tard, enfin en tout cas quasiment de rien, je me demande vraiment celui qui s'en est foutu de quoi il se souvient, quoi. Ouais, comment se sont passés tes entretiens d'embauche de manière générale, donc vraiment jusqu'à aujourd'hui voilà, tout ce que tu as pu passer. Ben bien. Je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie en général. Je suis assez détendue et je pense, enfin en tout cas j'essaye d'être le plus authentique possible. J'ai aussi une vie qui fait que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai passé des longues heures en thérapie et je continue encore aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça qui me font savoir assez bien où sont mes atouts, où sont mes faiblesses et de me voir comme effectivement cette fameuse sculpture en argile qui continue, heureusement d'être pas en argile tout cuit, mais qui continue d'être malléable. Et donc les entretiens pour moi c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais je suis pas une grande stressée de base. J'aime bien ça, j'aime bien papoter. Et en fait je vois aussi toujours ça
d'une manière où parfois j'ai l'impression que les autres le voient pas comme ça, mais de se dire, c'est les deux qui doivent se choisir. Moi, j'ai rien à leur prouver. Enfin, je veux dire que je dois leur expliquer qui je suis, et puis à voir si les deux pièces s'emboîtent en fonction des besoins et des attentes de chacun. Mais, alors oui, bien évidemment, quand on cherche depuis 6 mois, là, ça devient urgent pour des raisons vitales. Mais quand on est dans un parcours un peu plus relax, je trouve ça important de garder ça en tête, en fait, se dire, un entretien d'embauche, c'est les deux qui s'embauchent. Enfin, je veux dire, Oui, c'est sûr. Et c'est pas juste moi qui dois prouver que je suis un surhumain. Donc, mes entretiens d'embauche, ça se passe... Enfin, je parle sur le même ton que sur lequel je parle maintenant, par exemple. Pourtant, j'en parle souvent à plein de gens, enfin, même mon compagnon qui est un peu plus âgé que moi, c'est la panique totale, l'entretien d'embauche. C'est le test, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont tester? Ils vont tester qui tu es, toi. Enfin, je veux dire, tu vis avec toi-même tous les jours. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à prouver. Maintenant, il y a à savoir si ça match ou si ça match pas. Et ça, il n'y a qu'en se rencontrant qu'on peut le savoir. Et donc, globalement, mes entretiens d'embauche, ça s'est bien passé à l'époque et ça se passe bien maintenant. Et si je peux donner un conseil, c'est justement ça, c'est d'être le plus authentique possible pour que les autres, enfin, qu'on puisse se choisir mutuellement en connaissance de cause, quoi. Je me souviens, le fameux entretien d'embauche à l'échec, je suis sortie et j'ai appelé ma meilleure pote. Et j'ai dit, oh non Eva, j'ai fait des blagues. J'ai fait des blagues et en plus de ça, j'ai été super cash. J'étais la merde. Enfin, parce qu'on a cette image de l'entretien d'embauche qui doit être très sérieux, très protocolaire, qu'il faut cacher ses faiblesses et tout. Et pas dire ce qu'on pense vraiment. Et quand on te dit, et moi c'était cette question qu'on m'a posée à l'époque, et sinon, est-ce que vous aimez l'administratif? Et là, j'étais là, oh. Soit je leur réponds cash, non. Et puis, ou alors je fais une blague comme je fais toujours quand je sais pas trop me dépatouiller avec un truc. Et j'étais là, j'imagine que tous les gens qui candidatent à ce poste, qui est du coup de la gestion de projet, qui est du coup rien à voir avec l'administratif, c'est pas leur fort, mais bon, vous, c'est votre fort. Et j'ai dit ça, tu vois, devant tous les gens qui cherchaient à m'employer, parce que bien évidemment que si t'es à ces postes-là et que tu cherches ça, c'est pas ça. Maintenant, est-ce qu'on n'en fait pas? Si, tout le monde en fait. Et c'est comme ça. Mais si j'étais complètement passionnée par l'administratif, j'aurais pas postulé à ce boulot-là. C'est tout. C'est que ça, c'était pas fait pour moi. Donc oui, et il y a des questions comme ça qui sont un peu des questions... qui sont pas des questions de test, alors est-ce qu'elles sont tests ou idiotes, je sais pas, mais qui font partie du truc et avec lesquelles il faut jouer, quoi, parce que voilà, je pense que j'allais pas leur dire, ah non mais si, j'adore ça. C'est-à-dire, j'ai même une farde chez moi où je trie les choses et tout. Non, enfin, je veux dire, pas passionnée par ça, mais par contre, je sais me rendre compte que ça fait partie du job et qu'il faut se le coltiner avec un peu de musique dans les oreilles, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et du coup, en entretien, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des entretiens où les gens veulent te revoir, mais toi, tu l'as pas senti et du coup, tu dis, non, excusez-moi. J'en ai pas eu des milliards non plus d'entretiens. Oui, mais là, dernièrement, par exemple, j'étais sur 2 offres. Et il y a celle dont j'ai parlé au début. Et il y en avait une autre qui avait l'air super intéressante. Et ils avaient l'air assez intéressés. Mais c'était par exemple un boulot d'intervenant social. Donc, qui ne prennent pas en considération ton master, quoi. Alors voilà, économiquement, j'ai un train de vie qui fait que, par exemple, un cheval, pour faire de l'hypothérapie, ça coûte une pêche. Donc, voilà, je ne suis pas dépensière du tout, loin de là. Mais par contre, je sais que j'ai des coûts fixes qui sont assez élevés, donc que je ne peux pas me permettre de vivre ras-mode, quoi. Et donc voilà, là par exemple, eux, ils étaient intéressés de me revoir et je leur ai dit, vraiment, le boulot, il m'intéresse, mais vu que là, j'ai la chance de pouvoir choisir entre deux, c'est ça qui va compter, c'est de se dire qu'il y en a un qui considère mon master et pas l'autre. Et le monsieur, il m'a dit... Et c'était rigolo, à nouveau, je m'étais dit, non, je ne dois pas être 100% transparente parce que tant que j'ai pas signé l'autre truc, je veux pas qu'il sache. Et je m'étais briefée et tout, et puis j'étais au bout du fil et j'étais là... En fait, voilà, j'ai eu un autre truc, je suis hyper désolée, je suis transparente avec vous. Et le mec, il m'a dit, trop bien en fait que vous soyez transparent. Et effectivement, vous avez fait 5 ans d'études et c'est même pas ça, c'est plus que ça. J'ai fait 7 ans d'études au total. Et donc, est-ce que je dois être payée à la hauteur de mon master? Non. Mais je me rends quand même compte que par contre, j'ai investi énormément de temps qui ont façonné qui je suis, et eux, ils veulent qui je suis maintenant, et donc la sculpture de qui je suis maintenant,
elle est faite de ça aussi. Et donc voilà, je crois que c'est ça, parfois ça joue un peu. Ça fait partie du jeu. Après, si j'ai bien compris, t'as pas passé des longues périodes de recherche d'emploi où tu faisais que ça? Non. Ouais. Non, globalement, non, mais parce que, comme tout le reste, moi j'ai fort au bagou et à la tchatch. Et aux relations. C'est-à-dire que, une anecdote rigolote, mais quand j'étais aux études en secondaire, en sciences sociales, je devais faire des interviews, 6 interviews à l'époque déjà. Donc c'était un prof qui était gourmand de tout ça. Et je faisais partie de la classe des seuls où les parents avaient plein de contacts. Enfin, je veux dire, mes parents, ils sont aussi hyper sociaux et donc ils ont le cerveau qui va vite, qui rebondit. Ah, mais tu pourrais parler avec un tel, hein. Et à un moment, j'ai dit non, c'est pas juste. Moi, je veux que ce soit juste, donc je veux plus de vos pistons, je veux plus de vos contacts, je vais me débrouiller toute seule. Et en fait, j'ai rien trouvé. Et donc, il a fallu que j'admette à 17 ans que non, en fait, finalement, je veux quand même bien ton contact de la juge, machin. Et donc, j'ai continué de faire comme ça. Et donc, en fait, j'ai pas eu des longues périodes où je cherchais un boulot. J'ai eu des longues périodes sans boulot, mais où j'en cherchais pas forcément. Par exemple, l'année dernière, où j'ai fait tout un accompagnement en création d'entreprise pour finalement décider de pas le faire. Enfin, bref. Mais quand je cherche, je sais ce que je cherche très précisément. Et moi, par exemple, j'appelle. J'arrête d'envoyer des candidatures à l'appel. Où en fait, si ça tombe, il y a une ligne dans le CV qui, administrativement parlant, il y a des postes où ils peuvent pas embaucher des masters, par exemple. C'est non, quoi. Et ils le mettent pas dans l'offre. Et donc, toi, tu fais une lettre, tu passes une journée entière à écrire une lettre. Parce que honnêtement, moi, je pense que je mets bien une demi-journée, voire une journée entière avec relecture comprise et tout, pour une lettre, quoi. Parce que je les personnalise toujours très, très fort. Et donc, moi, j'appelle avant et j'ai toujours plein de questions sur le poste pour mieux comprendre le truc. Et donc, je pose mes 3-4 petites questions pratiques sur le poste. Et puis après, je leur dis, au passage, voilà mon profil, je candidate ou je candidate pas, ça vous intéresse ou pas? Et il y en a qui m'ont dit, non, pas vraiment. Ok, bon, ben, bonne continuation, au revoir. Et il y en a qui m'ont dit, ah ben oui, envoyez votre candidature, ça peut faire partie des 1001 trucs qui nous intéressent. Et donc à ce moment-là, je me mets vraiment et je m'implique dans une lettre parce que j'en écris pas 10 000, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un bon conseil, du coup, c'est vrai, parce que on pense pas forcément à appeler si on n'a pas spécialement de questions. Ouais. Et c'est vrai que parfois, ils demandent un bachelier, mais tu sais pas si ton master, il peut passer ou pas. Ouais. Et ouais, c'est vrai que au final, tu gagnes du temps, quoi. Tu gagnes du temps et en même temps, moi, ça m'a donné aussi... Il y en a des endroits où ils m'ont dit, vous pouvez postuler, mais je sens le truc au téléphone, ou par exemple, peut-être... T'as l'impression qu'il y a personne qui a la réponse à rien, tu passes d'un service à l'autre et on te transbahute, et là, je me dis, non, je veux pas que ma vie au quotidien soit ça. Finalement, donc... Donc souvent, ça te permet aussi de cerner l'univers dans lequel tu t'insères, d'avoir un échange avec un vrai humain. Quand j'ai l'occasion aussi, si je connais des gens qui travaillent au sein d'eux, j'essaye de les appeler, ou en tout cas via, pas pour être pistonné, mais pour avoir une vraie info. À l'ICHEC, par exemple, j'avais une amie à ma mère qui travaille déjà là, pour avoir l'info concrète de l'intérieur, quoi, en disant, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton employeur en ce moment et finalement, il faut souvent écouter ces gens-là parce que c'est eux qui vivent cette réalité et que parfois le poste il peut être génial sur le papier et puis j'ai vécu ça il y a quelques mois mais en fait j'avais trouvé un poste qui me plaisait dans l'institution dans laquelle j'avais fait mon stage en hypothérapie mais à une autre fonction et j'adorais ce travail. Je travaillais dans une IPPJ avec des chevaux et avec les jeunes et tout ça, c'était vraiment passionnant. Le poste, on ne me permettait pas d'avoir les chevaux comme alliés, donc déjà là, j'étais là, c'est un public pas facile, les chevaux, c'est vraiment quelque chose qui me permet de faire du lien avec ces jeunes et tout ça. Shit. Et puis, tous les employés m'ont dit, mais attends, pour le moment, là, managérialement, c'est la cata, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et moi, j'étais là, non, mais si, ça fait sens et tout. Et puis, à un moment, c'est parti, tout a trop traîné, l'administratif et tout. Et tout me disait de pas le faire, mais au fond de moi, je voulais me prouver que je pense que j'avais quelque chose qui me disait de l'ordre de si, mais moi je vais aller révolutionner l'hypopégie, je vais changer ça. Et puis je me suis dit, mais attends, ça t'es complètement con, quoi. Enfin, t'es toute seule,
ils veulent te faire passer d'un plein temps à un mi-temps, et toi avec ton mi-temps, qui est pas du tout clair en 6 mois administrativement parlant, tu voudrais révolutionner quoi que ce soit, rien du tout. Tu vas révolutionner rien du tout et tu vas faire un burn-out en 4 jours, donc enfin c'est débile. Et donc parfois je pense que ça aussi c'est un autre conseil, c'est d'écouter cette petite voix intérieure, et ça n'a rien de... Allez... C'est d'écouter ses sensations, de se dire, voilà, je sais pas, si tu candidates à un truc, t'es prise et puis t'arrêtes de dormir du jour au lendemain, ou t'as plus d'appétit, ou t'as plein de petits signes comme ça aussi où tu te dis, non. Enfin, par exemple, là, dernièrement, entre les 2 boulots, ce qui m'a vraiment aidé à choisir, c'est que c'est le premier qui prenait pas mon master, où ils ont voulu me prendre, et où j'étais un peu contente, tu vois, voilà, j'étais là, ok, merci, c'est gentil et tout, puis j'ai raccroché, voilà, et j'ai dit aux gens avec qui j'étais en train de passer du temps, je suis prise. Et en tout cas, ma candidature les intéresse. Et quand l'autre a appelé en disant, alors à l'inverse, c'était un mail hyper administratif en disant votre candidature vous intéresse, j'ai sauté de joie et j'ai hurlé en mode Yopi! Et enfin voilà, c'est des petites choses, mais qui te disent, ok, en fait, là, il y a. Au fond, moi, il y a quelque chose qui sait là où est ma place, et donc je pense que ça aussi, c'est important d'écouter. Après, j'imagine bien que quand ça fait plus de 6 mois qu'on cherche, on n'attend plus le youpi, on attend juste le oui. Mais... Oui, c'est sûr. Mais voilà. Ouais, mais c'est vrai que parfois, avec le recul, tu te rends compte à quel point le moindre petit signe, indice, moment peut être hyper révélateur de toute une dynamique derrière, de tout un système, quoi. Et ouais, je crois que c'est hyper important de prendre ça en compte et de faire attention à tout ça. Et notamment, je repense à un job étudiant que j'ai fait. Et finalement, l'ambiance là-bas était vraiment pas bien du tout. Et quand je repense à mon jour d'essai, à l'entretien d'embauche, c'était un petit entretien d'embauche, quoi, tu vois, c'était un poste de service. Mais ouais, tu vois, tout était red flag, tu vois, et donc c'est faire attention à son intuition et à tout. Ouais, à tout ça, et aussi quand tu cherches un boulot en sortant d'entrepôt, je trouve qu'on a été habitué à être sur le terrain, à prendre conscience de toutes ces mini-logiques aussi, etc. Et donc il faut les utiliser. On a appris à faire du lien. Quand moi je cherche un boulot, oui, je cherche sur Alterjob, je cherche via plein de trucs, mais par exemple la sauce où là je suis prise, croisons les doigts, maintenant c'est rigolo, mais j'ai été sur leur site 6 mois avant pour tout à fait autre chose, je cherchais autre chose, je voulais des infos sur un autre sujet, et donc il y avait déjà des choses qui m'ont amenée à ça. Et à l'inverse, par exemple Pascal Jamoul, elle a écrit un article pour eux, je l'ai appelé. Alors, mon mec, il était là, tu vas appeler ta prof d'université, t'es folle. Et j'ai retrouvé son numéro, et c'était rigolo, mais il y avait un réel truc hyper chouette et bienveillant dans ce master et parmi ses profs, où je l'ai appelé, et je lui ai dit, oui, bonjour Pascal, c'est Sarah. Enfin, je veux dire, tu vois, l'étudiant, ah oui, je vois super bien. J'étais là, waouh, elle se souvient de moi, ça fait 4 ans, elle a dû en voir défiler 10 000, mais elle se souvient de moi. Et j'étais pas en mode, oh waouh, c'est moi, mais juste dire, et je lui ai parlé cash, je me disais, mais attends, Sarah, arrête de tourner autour du pot, qu'est-ce que tu cherches? Et je lui ai dit, en fait, je veux savoir l'univers qui est à l'intérieur de cette assoce. Elle m'a dit, non, franchement, je pense que c'est une chouette. Et je me suis dit, ok, alors on y va, quoi. Parce que une personne de confiance m'a dit, go. À l'inverse, où tu as d'autres endroits, l'autre endroit par exemple où j'ai postulé, etc., tout le monde, même à l'intérieur, me disait, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et moi, je disais, ouais, mais si, quand même. En fait, non, c'était une mauvaise idée. Et je crois aujourd'hui, maintenant que j'ai accepté ça, que j'ai fait mon deuil de ce projet-là, que j'ai rêvé dans ma tête longtemps, que c'était une idée foireuse, ouais. Et que heureusement que je ne l'ai pas tenté, et que parfois, il ne faut pas absolument, on dit toujours non, mais il vaut mieux essayer, puis on se crache. En fait, peut-être pas. Non. Peut-être que c'est bien si tu sens pas le truc du tout, et que tu sais pas l'expliquer, c'est pas grave. Mais peut-être que dans 6 ans, tu te diras, ah ouais, c'est pour ça que j'aurais pas dû y aller. Ou c'est pour ça que je devais y aller. Ouais, je crois que par mail, tu m'avais aussi parlé d'un début de projet de thèse. Mais du coup, t'as fait ça aussi? Ouais, j'ai fait ça aussi, 3 fois. Alors... Ouais, t'as soumis Non, j'ai pas soumis un vrai truc. Enfin, je veux dire... J'ai rêvé beaucoup, je pense, mais à mon avis, comme beaucoup d'étudiants d'anthropo, de faire une thèse. Mais moi, j'avais toujours dit,
je veux pas faire une thèse. Je veux je choisisse un sujet et que je me dise, ok, ça je veux faire. Et donc la toute première fois, c'est quand j'étais encore aux études et je cherchais une nouvelle assistante pour la rentrée. Et j'avais candidaté, mais moi c'était surtout le côté assistante qui me plaisait. Et j'avais pas de projet de thèse. Il y en a qui avaient des projets de thèse super aboutis. Et ils se sont dit, c'est super, Sarah elle ferait une super prof, mais elle nous a rien pondu du tout. Et j'aurais dit, en fait je n'ai pas encore le sujet. Donc je vais pas vous raconter des salades. Là je suis complètement immergée dans mon mémoire. Je sais pas si ce sera ça ou pas ça. Donc voilà. Donc il y a eu cette fois-là où c'était de rater, mais je veux dire c'était voilà. Et puis. Est-ce que c'était le poste que Éléonore Oui, c'est le poste d'Éléonore, ouais. Parce que Jérôme a postulé aussi pour ce truc, il me disait. Oui, mais alors on a tous postulé et personne n'a osé le dire, hein, parce que c'était top secret, parce qu'on s'était dit peut-être qu'ils avaient pas vu l'info, genre. Si, on a tous postulé à ce machin. Nolwenn aussi, elle avait postulé à l'époque. Donc ouais, on est plusieurs à avoir postulé à ce truc, et voilà. Et puis moi, j'ai repostulé à ça 2 ans plus tard, quand je suis partie de l'ICHEC. Il y avait un poste qui ouvrait à l'ULB, il y avait un poste qui ouvrait à l'UCL. Et moi, j'ai jamais voulu faire juste de ma vie une thèse. Quand je vois beaucoup de gens qui font que une thèse, dont mon ancien collègue, qui est aussi quelqu'un d'hyper vif, hyper animé, etc. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il fait une thèse, mais vraiment 10 ans. D'ailleurs, bravo à lui, elle est finie, alléluia. Mais moi, je voulais pas faire que ça de ma vie. Donc je voulais garder, j'ai toujours eu ce truc de vouloir garder un pied de chaque côté comme ça. Un pied dans la recherche et un pied dans autre chose, un pied dans le travail et un pied dans... Enfin voilà. Et donc j'ai candidaté jamais qu'au poste d'assistante, qui me permettait du coup d'avoir les deux. D'avoir le côté pédagogique, que j'aimais beaucoup, et le côté recherche. Et finalement, je crois que ça s'est jamais mis, et que c'est pas plus mal. Parce que ce projet-là, je l'ai soumis au moment où j'ai trouvé vraiment le sujet qui m'intéressait, qui avait rien à voir avec mon mémoire d'ailleurs. Je l'ai soumis et c'est pas passé parce que peut-être qu'il n'était pas assez abouti. Et il y a eu plusieurs écoles, parce que du coup il y a eu l'ULB, il y a eu l'UCL, puis même à l'ICHEC je l'avais proposé. Et donc voilà, ça s'est pas mis. Et je crois que c'est très bien comme ça. Et peut-être je le retenterai un jour, un autre sujet, je sais pas. Mais voilà, ouais, c'était de se dire, moi je veux pas faire une thèse, je veux me passionner pour un truc, quoi. Et ce truc c'était ça, et si personne ne voulait de ça, c'était ça ou rien. Donc pour moi en tout cas. Okay. Donc voilà. Et t'avais finalement trouvé ton sujet qui te passionnait ou Ouais. C'était en lien avec les chevaux justement, et en fait il y a une pratique aujourd'hui qui s'appelle l'équicoaching, qui est du coup pas de l'hypothérapie, qui est du coaching via le cheval et qui se fait en entreprise. Et moi j'avais envie de me questionner sur ça en me disant le coaching on en veux-tu, en voilà, mais je voulais le faire avec une approche assez critique comme mon entrepôt et tout ça, de comprendre ce qui se cache derrière, et donc et de se dire allez c'est rigolo, on vient ramener un cheval en entreprise. Le cheval il a eu 1001 fonctions dans la vie. Il est passé de tirer des charrettes à faire plein de choses, à cheval de sport, et aujourd'hui on veut qu'il conseille les gens qui travaillent, c'est quand même marrant. Et donc c'était ça mon sujet, c'était lié à ça, et à la question et à la notion du travail qui me questionne tout le temps, et qui revient très fort quand même. Elle est revenue à le travail mystique, mais voilà, dans mon mémoire. Moi en tant que travailleuse, je me demande tout le temps ce que j'ai envie de faire, ou en tout cas qui je suis va pouvoir se formater à ce qu'on attend de moi, parce qu'en fait j'y arrive jamais. Donc à me formater, une fois qu'on essaye de me faire rentrer dans une petite brique et entre guillemets de faire de moi une espèce de sculpture unique, un espèce de truc mainstream qui va sortir 20 fois parce que c'est génial, ça marche pas. Donc je m'enfouis toujours d'une certaine manière. Qu'est-ce que ton regard anthropologique, donc ta formation, apporte ou a apporté aux organisations, aux entreprises pour lesquelles tu vas travailler ? Enfin, t'as déjà partiellement répondu, mais... Ouais, c'est une super question. Mais plein de choses. Et c'est ce que je disais, en fait, c'est pas des choses qu'on peut écrire sur un CV facilement. Je veux dire, c'est des choses très subtiles. Et c'est de l'ordre du savoir-être plus que de la compétence. Genre, je sais super bien gérer Excel. Non, pas du tout. Mais je veux dire, par contre, dans l'ordre de la compétence humaine, mais en fait, tout le monde peut apprendre à gérer Excel.
Par contre, est-ce qu'on peut tous devenir quelqu'un qui sait observer, dénué de jugement, ou en tout cas en étant conscient de ses propres jugements et d'essayer de les mettre tant bien que mal sur le côté, etc. Oui, je pense que ça apporte plein de choses et c'est souvent valorisé dans les différentes structures. On en parlait tantôt, mais en hypothérapie, par exemple, mon sens de l'observation du cheval, il est hyper important. Et ma curiosité scientifique que j'ai vraiment développée avec l'anthropo, elle est hyper importante. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me dire le cheval, il fait parce qu'il est saoulé. Non, il fait parce que quoi. Allons chercher un nouvel article sur ça pour comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc de sortir de l'anthropomorphisme, de toutes ces choses-là, par exemple, ça, c'est des choses auxquelles on a été beaucoup sensibilisés en anthropo. Je pense que ça forge aussi notre personnalité. Alors, tout le monde n'a pas une personnalité, je sais pas, si c'est battante ou si c'est très rentre-dedans comme la mienne. Mais en même temps, c'est pas rentre-dedans, mais c'est assez franc, quoi, tu vois. Mais je trouve que nos études nous ont poussés à être la meilleure version de nous-mêmes, tu vois, en se disant, ok, toi, t'es anthropologue, t'es quel type d'anthropologue ? Ah, t'es celui qui va te dire que tu vas sur le terrain ou pas ? Pourquoi ? Et de réfléchir à notre posture et donc à qui on est derrière cette posture. Qu'est-ce que je mets en avant ? Qu'est-ce que je mets pas en avant ? Et ça, c'est important pour un employeur ou pour travailler tout court, c'est de savoir en fait qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que je sais pas apporter. D'être conscient, de savoir que, je sais pas moi, les événements qu'on a vécus dans notre vie influencent en fait notre manière de travailler. Moi, ça s'est beaucoup posé dans mon mémoire, par exemple. Qui je suis a influencé ce que j'ai cherché. Je veux dire, moi je suis arrivée, c'est un peu perso, mais je suis arrivée sur le terrain 2 mois après la mort de mon papa, totalement inopinée, quoi. Et je suis partie avec la seule excuse où Pierre Jo m'a dit, Sarah, tu fais comme tu veux, t'y vas ou t'y vas pas, on s'en fout. Et j'y étais parce que c'est mon père qui m'avait payé le billet d'avion. Mais qui j'étais a influencé ce que j'ai fait. Je suis pas arrivée la grande anthropologue sachante, je suis arrivée la meuf complètement paumée dans sa vie, qui est venue parce que son papa lui a payé le billet. Je veux dire, c'était ridicule. Donc ça faisait pas du tout de moi quelqu'un de puissant ou qui pouvait faire peur parce que toutes les questions qui se posaient eux sur eux-mêmes, moi je me les posais en live devant eux, quoi. Mais j'ai été transparente, j'ai dit ça. Et ça a permis d'avoir une relation hyper basée sur la vulnérabilité de chacun. Et dans le milieu du travail, par exemple, c'est important aussi de savoir être vulnérable, mais pas de savoir, pas de se faire écrabouiller, mais de dire voilà, et ça montre de l'empathie, par exemple, aussi. Donc ça aussi, c'est important, je trouve. Le fait qu'on ait eu plein de présentations à faire en anthropo sur des sujets qui nous passionnaient, je trouve que ça nous a poussé à savoir prendre la parole en public correctement. Et quand tu dois faire une présentation dans le cadre de ton boulot, tu l'as fait. Et si tu n'y crois pas du tout, peut-être tu seras capable de dire ah non mais moi j'y crois pas du tout, je la fais pas cette présentation, c'est débile ce qu'on raconte. Donc si vous voulez vraiment raconter ça, que quelqu'un d'autre le raconte, mais moi je pourrais pas. Ou alors mais moi j'ai pas envie de le raconter comme ça, j'ai envie que ce soit plus critique, j'ai envie que ce soit amené différemment. Et donc je crois que ça m'a donné un espace de liberté par rapport à ce que je faisais, qui était super intéressant. Et au-delà de la vie professionnelle, dans ma vie personnelle, encore aujourd'hui, ça m'apporte plein de trucs. Alors après, c'est pas toujours facile. Moi, une fois, j'ai été boire un café avec une des assistantes de l'époque en me disant, ok, en anthropo, on nous apprend à déconstruire. On déconstruit sa pensée, on déconstruit tout. Et après, comment on se reconstruit ? Comment ? Moi, je me pose la question, vraiment. Se dire, voilà, je suis déconstruit en 1001 pièces. Et on fait quoi avec ça ? Et en plus, maintenant, j'ai conscience de chaque pièce. Et comment on fait un joli château de Lego avec tout ça ? Qui me convienne et qui convienne à la société dans laquelle on vit, en tout cas qui fasse sens dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, je pense que c'est des études qui retournent quand même, dans lesquelles tu peux pas les faire comme j'ai plein de potes qui l'ont fait dans d'autres études, surfer au-dessus et attendre que ça se finisse. Si tu t'impliques pas, si tu te mouilles pas, si tu t'engages pas, ça marche pas. Mais en même temps, du coup, ça t'apprend ça pour la vie en général. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon travail. Dans tout ce que j'entreprends, que ce soit comme hypothérapeute, que ce soit comme prof, que ce soit dans le secteur associatif, comme chargée de formation, c'est de se dire, je m'implique, quoi. Je fais pas les choses à moitié. Je rends pas un mémoire que t'as torché avec ChatGPT vite fait, bien fait. Parce
Parce que pour les personnes que tu as rencontrées sur le terrain, par exemple, tu as envie de leur rendre ça. Moi, j'ai écrit mon mémoire pour eux, même s'ils ne l'ont jamais lu et qu'ils ne le liront jamais. Mais pour rendre aussi, cette notion de rendre, elle est importante pour moi. Et donc, tu peux la rendre de plein de manières différentes. Parce qu'ils m'ont apporté, je le rends dans le travail que je fais aujourd'hui, dans ma manière d'être à l'autre aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important. Et donc, c'est vrai que quand on sort d'entrepôt, est-ce qu'on peut mettre plein de trucs sur son CV un peu waouh? Je crois pas. Je crois que c'est pas facile, mais c'est plus subtil. Et c'est là où c'est important de les connaître soi-même pour peut-être simplement les présenter ou les illustrer quand on va à un entretien d'embauche ou quand on écrit une lettre de motivation, de dire voilà, en fait, j'ai vécu ça, ça m'a apporté ça. Beaucoup de gens qui écrivent une lettre de motivation en disant je suis motivée. Oui, comme tous les autres qui ont candidaté. Pour quelle raison? Déjà, il y en a un qui est motivé financièrement, l'autre qui est motivé par le sens, l'autre qui est motivé par le temps que ça va lui prendre. Mais donc ça aussi, dans une lettre de motivation, je trouve que c'est important quoi, de dire j'ai fait ça, ça m'a apporté ça, et j'ai envie de ramener ce truc chez vous, de mettre cette compétence au service de ce que vous faites. Et c'est ça qui, à mes yeux, j'imagine, parle aux employeurs, ou pas du tout, j'en sais rien, mais... Moi, si, j'imagine quand même que... Donc, qui recherchent quand même des gens qui ont compris un peu de quoi il s'agissait, ce qu'ils faisaient dans cette organisation-là, ou cette entreprise-là. Et c'est sûr que voilà, les lettres de motivation sur ChatGPT, c'est peut-être un peu moins... percutant, quoi, au final. Mais oui, et puis moi, je me dis, si tu sais pas être motivé pour écrire une lettre de motivation de une seule page, comment tu vas être motivé pour les bosser tous les jours? Oui. Je veux dire, c'est chaud quand même. Il y a ça et ouais, j'allais dire un autre truc, mais je sais plus. Je sais pas. Ouais. Mais du coup, pour la lettre de motivation, parce que c'est pas un exercice toujours très facile, même si ça fait qu'une page, mais tu conseillerais du coup, en tant que personne qui a fait des études en anthropologie, de vraiment mettre un peu les enseignements de nos études, de ce qu'on a vécu avec le terrain et tout ça? Ouais, le premier mini conseil que je ferais, ça n'a rien à voir avec l'anthropo. Moi, à l'époque, j'ai suivi le parcours du CIO de l'UCL, qui apprend à faire une petite lettre de motivation, un CV, machin. Et déjà, ça permet de savoir en fait qu'une lettre de motivation, c'est codifié. Tu peux pas, toi, sortir et dire je vais un peu faire comme ça. Enfin, il y a vraiment une manière de l'amener. Donc ça, c'est le mini conseil que je ferais. Je l'ai fait et en fait, j'imagine qu'il y a des lettres qui doivent être mises sur le côté simplement parce que elles sont pas dans cette espèce de schéma eux, moi, nous. Je sais pas si donc où tu t'expliques eux cette entreprise ce qu'elle fait, ce qui t'intéresse dans le poste, toi qui tu es et nous le donnant qu'est-ce qu'on s'apporte quoi. Je trouve que ces 3 points ils sont importants à avoir. Et pour l'anthropo, c'est pas de dire ah j'ai fait tel cours, vous êtes une association qui travaille sur la justice migratoire, j'ai fait le cours sur la migration. Oui, comme les 15 autres qui ont fait le cours sur la migration, mais comment je me le suis approprié, qu'est-ce que j'en ai ressorti, ah j'ai fait un travail là-dessus et je trouvais ça super pertinent parce que alors là ok, et puis de laisser peut-être aussi un peu de mystère dans une lettre de motivation. Parfois il y en a qui racontent tout ou qui disent tout ce qu'ils ont fait par avant. J'avais débat avec mon compagnon qui fait des lettres de motivation, mais c'est très difficile comme exercice pour lui, donc oui c'est pas simple bien sûr, et il a tendance à faire le récit de tout ce qu'il a fait jusque là. Ok, mais eux ils veulent t'embaucher toi maintenant et ils veulent embaucher le toi de demain en fait aussi, surtout ce que toi, ton potentiel, ce que tu vas pouvoir faire chez eux. Donc il faut que tu te donnes à penser là-dessus. Si tu fais juste que leur étayer tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est super pour une anamnèse chez Apti, mais ça va peut-être pas t'aider à te faire embaucher parce que c'est important de savoir nos forces, nos faiblesses, ce qu'on a appris, ce qu'on a encore envie d'apprendre aussi, de dire vous faites ça, de lire à fond les sites internet des gens où tu postules. Enfin, c'est rigolo, mais quand moi j'ai postulé la dernière fois, ils m'ont parlé d'un truc, j'étais là oui, mais je l'ai lu sur votre site. Ah, vous l'avez bien lu notre site? Bah oui. Mais pas pour être fraude-balle, mais parce que j'avais envie de savoir dans quoi je m'engage, quoi. Et peut-être qu'à la page 4 du site internet, tu dis oui, mais ça, je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Finalement, changement de plan, je viens pas. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs, je pense, appeler, lire le site internet, le formuler correctement et le personnaliser à fond, tout en laissant une petite part de mystère aussi qui permettra de, en fait, juste donner le goût de te rencontrer à l'entretien. Et puis à l'entretien d'être le plus authentique possible. Et si pour la personne c'est compliqué de prendre la parole, de le dire quoi. Moi je rigole toujours à la Greg, il y a
une autre des nanas qui fait cette formation avec moi, qui dit non mais moi j'ai super peur devant les élèves de me faire évaluer par l'évaluateur. Et dis-le devant les élèves. Oh, salut les cocos, on s'entend super bien vous et moi, mais là par contre il y a quelqu'un qui vient m'évaluer, ça me stresse quoi. Moi j'ai dit ça devant les élèves, ils étaient mort de rire, et ils étaient 2 fois plus adorables parce qu'ils se rendaient compte qu'on est tous humains quoi. Et donc pareil en entretien d'embauche, je trouve que c'est pas une honte d'être stressé en entretien d'embauche, c'est ok quoi. Donc de dire je suis un peu désolée, je suis un peu stressée, ou alors à l'inverse, je sais pas, moi j'arrive et je suis hyper en joie de vous rencontrer, cool, voilà. Je crois que ça dépend, et j'espère que les entretiens d'embauche vont devenir un peu plus personnalisés, parce qu'au-delà des compétences, c'est un humain avec lequel tu vas travailler plus de temps que le temps que tu vois ton compagnon quand tu vis avec quoi. Donc faut quand même que ça marche. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, compagnon, compagne, mais... Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à faire le master en anthropologie? Fonce. Non, on me l'a déjà fait cette question. Mais pareil, ça revient sur ce qu'on disait tantôt. Si tu te sens intéressé par ça, je pense que le master, il se revendique assez de manière authentique. Il raconte pas trop de salade. Les profs, ils tartinent pas pour tartiner. Ils veulent les étudiants qui ont envie de savoir ce qu'ils font là, quoi. Et donc, si toi, tu hésites avec autre chose, pose-toi simplement la question de te dire si j'hésite, c'est pourquoi. Ouais, mais il y en a un qui est moins stylé et moins reconnu parce que je vais pas pouvoir mettre que je suis champion de Excel, alors que si je faisais un master en sociaux, peut-être que oui. Oui, mais bon, tout le monde peut devenir champion de Excel même en une night aujourd'hui, et puis dans 2 ans, il y a même plus besoin d'Excel, parce que ChatGPT ou je sais pas trop quoi, GPT, le fera à notre place, tu vois. Par contre, toutes ces compétences humaines, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on vit pas que avec des robots et qu'on ne le devient pas nous-mêmes, et ça se cultive, ça se travaille, ça s'expérimente, ça se met en œuvre, ça se teste, puis on se dit ouf, non, en fait j'ai pas trop envie d'être cette personne là. Et donc tout ça dans le master en anthropo, on peut quoi, on peut en tout cas comme moi je l'ai vécu, j'ai l'impression qu'on peut faire tout ça. Et donc j'aurais envie de dire, si on se sent appelé par ça, s'il y a quelque chose, une petite voix en nous qui nous dit j'ai envie de le faire, mais peut-être c'est pas le plus porteur sur un CV ou quoi, on s'en fout. Moi je me la suis posée souvent cette question, pourquoi j'ai fait anthropo en fait, même après coup. Quand j'ai voulu l'année dernière faire tout un parcours de création d'entreprise, je me dis mais en fait pourquoi j'ai fait anthropo, à quoi ça sert si je finis à donner des cours d'équitation relationnelle, à quoi ça va me servir d'avoir fait 5 ans d'études. Ma mère se l'a posé aussi cette question, je crois. Mais voilà, elle était déjà passionnée par les choix avant. Heureusement, les études en Belgique coûtent pas trop cher, mais voilà, comparé à d'autres pays. Mais donc, quand je candidate aujourd'hui, je me dis ah si, en fait, je sais pourquoi j'ai fait ça. Si j'ai envie de faire prof aujourd'hui, c'est pour faire ça de cette manière-là, avec cette déconstruction-là, insuffler ça aux étudiants. Si j'ai envie d'être hypothérapeute aujourd'hui, c'est pour ces raisons-là aussi. J'ai envie de faire plein de métiers, mais à chaque fois, l'anthropo fait sens comme prémisse de tout ça, ou en tout cas dans le parcours de construction de ce projet-là, quoi. Donc voilà. Et je dirais aussi que au final, sur le marché de l'emploi, on vend pas un diplôme, mais on vend... Enfin, c'est toute une personne, tu vois, qu'on vend, c'est... Vraiment. Clairement. Clairement. Alors, bien évidemment, il y a des endroits, et c'est plus souvent le cas, par exemple, pour des fonctions qualifiantes, où là, c'est un peu précis. Mais peut-être que le seul regret que moi j'ai de socio-anthropo, c'est pas le master, c'est le bac. C'est-à-dire que moi, le bac, j'ai, d'un point de vue culture générale, trouvé ça intéressant de faire de l'éco, du droit, des choses comme ça. Mais après coup, quand je vois par exemple qu'on est quand même les anthropologues, oui, on est des chercheurs et on a une vision parfois, un cerveau très académique, on est aussi animé par le terrain. Et être animé par le terrain, ça veut dire que si tu es animé par le social, tu pourrais peut-être avoir envie de prétendre à des postes d'intervenant social, comme moi je l'ai fait par exemple. Et ils nous disent ah mais pourquoi vous n'avez pas fait AS d'abord et puis un master? Et c'est là que je me dis ils ont pas tort. On aurait peut-être dû faire ça, vraiment. Et aujourd'hui tout le monde est là non mais si tu peux faire l'UNIF, c'est aussi ce qu'on m'a dit à l'époque, si tu as les qualités pour faire l'UNIF alors fais-le. Je crois que
que ma vie aurait été différente si j'avais fait AS et puis anthropo. Et puis si ça tombe, j'aurais jamais du tout fait anthropo vu que j'aurais jamais eu le séminaire de bac 3 et donc je me serais jamais dit que je le ferais. Donc on refait pas la roue, mais je trouve qu'en tout cas une formation professionnalisante peut être un tremplin intéressant pour faire anthropo en master. Et quand je regarde les gens qui étaient dans la promo avec moi, c'est ça que je trouvais super riche, quoi. Il y a des gens qui ont dû passer leur diplôme de secondaire pour pouvoir faire qui ont fait un certificat qui leur ont permis de rentrer dans ce master. Ça marchait à l'époque, je sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais c'est des gens qui savaient ce qu'ils foutaient là, quoi. Vraiment. Ils se sont battus pour le faire et du coup qui étaient super riches dans les échanges en classe, ça aussi. Enfin, je parlais de moi, la place, les profs, mais le groupe, il était super intéressant. Et on retrouve pas ça partout. Moi je le retrouve par exemple par hasard ici dans une formation d'hypothérapie, mais pareil parce que c'est une formation dans laquelle on s'engage en tant qu'individu, en tant que personne. En hypothérapie on met son récit de vie au service de l'apprentissage thérapeutique de tout le monde. C'est du lourd quand même et du coup ça crée des échanges super riches et on n'est pas du tout en mode masque, tout le monde vient avec son petit ordinateur écouter ce que le grand savant raconte et puis repart ni vu ni connu, quoi. Donc ouais, moi je trouve que ce master, si en tout cas il t'appelle, si t'hésites, c'est que ça a une bonne raison. Enfin, je sais pas. Et que des compétences autres, on pourra toujours les développer. Que si moi j'avais fait sciences de la population et du développement, j'aurais pu apprendre ça ailleurs. Par contre, se donner 2 ans pour travailler sur qui tu es, ta posture, ton truc, ton machin, la réflexivité, comment est-ce qu'on fait, la recherche, comment est-ce qu'on pousse la rigueur jusqu'au bout, bah ça, si tu te donnes pas le temps, si tu te donnes pas vraiment 2 ans où tu te consacres à ça, c'est pas facile, quoi, je pense. Enfin si, toute une vie on peut l'apprendre, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Donc oui, j'en fais la pub quand même. Non mais t'as bien raison, Comme je disais, vu que l'anthropologie te force à t'engager dans ce que tu fais, là où je sais pas comment ça se passe en sociaux, mais mon compagnon a fait sociaux, lui, et j'ai l'impression que ça l'a moins retourné que moi. Et que peut-être ça aurait été nécessaire, quoi, tu vois, ce parcours-là où, je me dis, ça te retourne et donc finalement, tu sais ce que tu fais là. Et ça enfin, entre guillemets, l'employeur, c'est ça aussi qui l'intéresse, quoi. C'est de savoir, et si c'est pas un employeur parce que t'es indépendant et tu décides de lancer un projet ou j'en sais rien, mais ton client le saura. Que la socio, oui, c'est plus connu, mais tu peux te cacher derrière des chiffres, derrière un Excel, derrière des entretiens structurés où on pose des petites questions et on va pas ailleurs. Et alors qu'en fait, la richesse, elle est là où toi, tu la connais pas. Je veux dire, c'est ça. Il aurait vraiment été super nul, mon mémoire, si j'avais parlé de l'écologie sur tout ce qui m'a été livré. Après, quelqu'un d'autre pourra sûrement écrire un mémoire très intéressant sur l'agroécologie au Sénégal, dans cette communauté. Mais moi, il y avait tellement d'autres trucs riches, ils m'ont emmené tellement ailleurs que je pouvais pas dire « Non, mais ça, on s'en fout. Allez, on met sur le côté... » On reprend les aubergines, comment ça pousse. Je parle tout le temps des aubergines parce qu'il n'y avait que ça qui poussait. Et qu'elles poussaient vraiment dans du sable comme à la mer du Nord. Donc il y avait de quoi se poser la question, quoi. Et est-ce que tu auras encore d'autres conseils à donner à des personnes qui ont terminé le master en anthropo et qui veulent se lancer sur le marché de l'emploi ou qui sont sur le marché de l'emploi et Bonne chance. Non. Je sais pas si j'aurais des conseils parce qu'à nouveau, l'anthropo fait que je suis hyper critique face au marché de l'emploi et à la manière dont on recrute encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai une meilleure solution à proposer ? Non, j'ai pas encore pris le temps d'y penser, mais peut-être un jour. Mais non, je pense que c'est important pour trouver un boulot qui te convienne, que tu trouves la manière qui te convienne. Tu vois, cette idée, par exemple, de moi appeler d'abord et puis de candidater, ça a été une manière qui a fonctionné pour moi. Peut-être ça marchera pour d'autres. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'avais un de mes potes, ça faisait 6 mois qu'il cherchait un taf alors qu'il avait une expérience dans une grosse boîte, soi-disant reconnue, que quand tu as fait cette boîte-là, t'es pris partout ailleurs. Pas vraiment, non. Et pourtant, c'est un gars qui a du bagou, qui est hyper facile de s'exprimer aussi et tout. Et je comprenais vraiment pas pourquoi il trouvait pas. Et j'étais là, mais à mon avis, c'est que la manière de faire te convient pas. Alors, arrête de passer ta vie sur Alterjob et le guide social
ou en tout cas les sites qui lui l'intéressaient, et va à une conférence sur un sujet qui te passionne. Et puis tu te pointes, tu lâches ta carte et tu vois si ça marche. Mais lui, par exemple, il s'en sortait tellement bien à l'oral que peut-être qu'il était super nul pour écrire des trucs et se vendre par écrit. Et donc, il valait mieux qu'il aille à 1, 2, 3, 4 colloques sur des thèmes qui l'intéressent à fond, avec des praticiens de terrain qui font des trucs qui l'intéressent. Et puis qui disent... moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand j'ai quitté l'ESSEC, par exemple, j'étais à une réunion avec des collègues de plein d'autres écoles et j'ai dit, je suis à vendre. Je me barre de l'ESSEC et je renouvelle pas, quoi. Et ici, j'ai l'impression qu'on est dans un sous-groupe de profs de la haute école qui me bottent, qui me parlent. Donc, au cas où, je lâche ça comme ça, mais je cherche. Et ce truc-là n'a pas abouti, mais ça aurait pu. Donc, il y a 1001 manières de chercher un boulot, mais si être calé derrière un PC, après 6 mois, ça marche pas, c'est que c'est peut-être pas toi qui marche pas, c'est peut-être la méthode qui marche pas. Et comme pour tout, la méthode, elle peut pas marcher à 100%, ça c'est sûr. Et donc, je pense qu'alors il faut trouver un autre bout par lequel embrayer ou faire un volontariat dans une assoce qui te parle à fond. Et peut-être que 6 mois plus tard, ils vont avoir des subsides et ils vont te dire en fait, putain, c'est trop bien, on t'a formé pendant des mois, t'es super avec nos usagers, ça te dit pas un job. Mais si, go. Mais je pense que la recherche d'emploi, il y en a beaucoup qui s'encroutent et qui perdent à fond confiance, enfin je le vis avec mon meilleur pote par exemple, qui perdent confiance en le processus complètement et en eux surtout. Et du coup, ouais, tu t'encroutes et donc déjà je sais pas comment dire, t'es fâché, t'es pas bien, tu moisis. Et donc si toi t'es moisi de l'intérieur parce que ça fait 6 mois que tu cherches un taf, que t'es dans la dèche financière et qu'il te le faut, mais si t'as la chance de décrocher un entretien d'embauche, je vais te dire, tu vas arriver et tu vas puer l'intérieur. Ça va sentir dans toute la pièce que ça va pas en toi. Alors fais quelque chose d'autre. Sois volontaire dans un truc, lance-toi dans, je sais pas, l'écriture du roman de science-fiction que tu t'es toujours dit que t'écrirais. Et puis ça viendra sûrement mieux comme ça qu'en cherchant fâché derrière un ordinateur et en se disant ce truc m'embête, ça ne marche pas. Parce que oui, si à un moment par chance ça finit par marcher, tu vas arriver dans cet état-là face à un employeur. Et c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça va pas marcher. Et ça c'est juste instinctif. Malheureusement le non-verbal c'est plus de 90% de notre communication. Donc si t'es stressé pour un entretien d'embauche, est-ce que tu vas pouvoir dire? Eh bien dis-toi plutôt que comment tu vas pouvoir être. C'est plus important. Et il y a des mini-astuces, c'est rigolo, mais moi je suis typiquement très féministe et très anti-signe de féminité absolument, mais je disais tout le temps à mes étudiants, et je l'ai fait aussi, mettez des hauts talons pour aller à des entretiens d'embauche, pas pour avoir des hauts talons, on s'en fout, mais parce que t'es obligé de te tenir bien quand t'es sur des hauts talons, parce que sinon tu te casses la figure. Et donc du coup, ou pour les présentations orales, je disais ça à mes étudiants, mais c'est vrai. Et donc au moins ça fait un truc de moins à penser, ok, je vais me tenir bien tonique devant les gens. Et du coup, ça donne une forme d'aura et de charisme, sans le faire exprès, juste par de la logique biomécanique. Et donc, peut-être qu'eux, ils vont se dire que t'as mis des hauts talons pour faire chic, mais toi, au fond de toi, tu sais que tu les as mis parce que comme ça, tu te tiens droit, parce que t'as tendance à te tenir un peu renfermé quand tu parles, parce que t'es stressé, ce qui est normal. Et donc, au moins, là, tu peux pas te renfermer parce que sinon tu te casses la figure. Donc voilà. Et on vit à une ère où les hommes peuvent mettre des hauts talons maintenant, donc tout le monde peut le faire. Non, je rigole, mais il y a plein de trucs comme ça où je pense que c'est important de relativiser tout ça et en même temps de pas perdre conscience que c'est hyper important et que ça pose beaucoup de questions sur soi-même à fond. Mais après avoir fait Anthropo, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on arrête de se poser des questions un jour. Donc voilà. Il faudra vivre avec. Oui, qu'est-ce qui t'a aidé à t'épanouir professionnellement parlant? Oh waouh. Qu'est-ce qui m'a aidé à m'épanouir professionnellement parlant? Je sais pas si je suis épanouie professionnellement parlant jusqu'à maintenant. Je pense que je suis relativement épanouie personnellement. Que cette année, enfin ces 2 années de formation, de chômage, tout ça, et ben déjà ça m'a aidé à me rendre compte qu'en fait je suis pas un travail. Et que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on dit bonjour, quand vous vous appelez, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chômeuse. Et là, ça brise la glace.
Et puis après, ils disaient, mais en fait, elle est pas si débile, celle-là, elle a quand même des trucs à raconter. Donc c'est bien, déjà, ça déconstruit un peu les stéréotypes sur le chômage. Rien que pour ça, je suis très fière d'être au chômage. Mais ça n'a pas été simple au début. Hein. Je veux dire, les premiers mois, quand on me posait la question, je parlais de la pluie et du beau temps et je tournais la conversation autrement. Hein. Il fait super beau dehors. Donc voilà. Mais je dirais que mon credo à moi, mais c'est vraiment hyper perso, c'est que moi, je veux être authentique dans ce que je fais. Et je me rends compte que c'est quelque chose que je veux être dans tout ce que je fais. Mais parce que c'est une facilité pour moi. Je veux dire, mon compagnon, on en parle et il me dit, non mais moi, être authentique 100% au travail, c'est dead. Je veux pas. Je veux me faire manger tout cru. Je fais ça. Donc, c'est un choix, c'est réfléchi, je veux pas être comme ça. Ok, alors c'est super aussi. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que je suis comme je suis. Enfin, je veux dire, je change encore, je me transforme, je m'adapte et tout. Bien sûr, c'est pas que je me revendique étant figée, loin de là. Mais j'aime bien, ça me demande moins d'énergie d'être comme je suis dans tout ce que je fais. Donc, je suis la même quand je vais faire mes courses, quand je te parle maintenant, quand je suis avec mon cheval, quand je suis en entretien d'embauche, quand je travaille, et dans ma vie perso, quand je parle avec mon mec tous les soirs. Donc ouais, moi c'était ça. Et dans mon boulot, à un moment, j'ai plus pu retrouver ça. Et je me souviendrai toujours de ce qui m'a fait quitter mon taf. Ça se passait pas trop bien dans notre équipe en ce moment. Pas forcément moi, mais il y avait un conflit entre deux collègues de travail, vraiment. Donc pas un conflit personnel, mais de travail, qui est devenu un conflit personnel basé sur un truc vraiment nul en plus. Vraiment un truc professionnellement où c'était débile quoi. Ça nécessitait même pas une grande discussion, enfin, c'était juste un choix stratégique par rapport à comment on plaçait des dates, quoi. Un truc, on s'en fout, quoi. Et donc ça a vraiment cassé la dynamique dans l'équipe. Donc moi j'ai commencé à me dire, ouais, c'est chaud, il fallait faire le téléphone sans fil entre les deux collègues, ils ne pouvaient pas se parler, machin, super. Là, la directrice s'en est pas mêlée tout de suite, déjà ça a problème, enfin, je veux dire... quand t'as tout le reste de l'équipe qui vient te raconter que c'est le zouk à l'intérieur et que toi tu t'en mêles pas, même si tu dis que t'as pas le temps maintenant, soit tu fais ça sur ton temps de midi, soit tu prévois la date pour dans 3 mois, mais tu le considères en fait qu'il y a un truc qui va pas. Et donc après, moi je me suis un peu mis en retrait en fait. Je suis sortie de ce truc d'authenticité et j'ai un peu fait le petit mouton de ce qu'on attendait de moi. Et j'étais pas du tout bien dans ce que je faisais. Je le faisais plus du tout avec le cœur. Je m'ennuyais. J'essayais de vite faire mon taf pour vite me barrer. Parce que j'avais quand même besoin de faire ce qu'on attendait de moi. Je savais pas faire semblant. Quoi. Et mon manager à l'époque, il a dit en tout cas, je te remercie, Sarah, c'est hyper cool parce que j'ai senti que tu m'as un peu laissé respirer quoi, à ce quadrimassi. Mais pas dans le sens négatif, hein. Je crois que pour lui c'était vraiment bien. Et j'étais là, mais moi je me suis fait chier de ouf ce quadrille, c'était horrible. Et donc en fait, rien que pour ça on peut pas travailler ensemble. Mais par contre, pour être épanouie dans mon boulot, on a pu en parler quoi. On a pu dire, mettre des mots là-dessus, de dire voilà, moi je t'apprécie de ouf, je le croise dans la rue de demain, je suis hyper contente de le voir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement, quelqu'un d'adorable, super gentil, le pire manager de l'univers. Parce que pas pire dans le sens horrible, mais dans le sens où ça lui demandait une énergie de fou, ça se sentait, ça se voyait, et donc en fait je suis sûre qu'il aurait été beaucoup mieux dans son boulot si on n'avait pas mis toute cette pression de l'équipe. Et ça vient poser question sur le travail, de comment est-ce qu'on récompense nos employés. On leur donne une augmentation, une autre, et puis on leur donne un poste de gestion, alors qu'en fait ils adoraient leur travail de base, et aujourd'hui on leur demande de gérer une équipe, alors que eux peut-être ils adoraient être chimistes, vraiment le nez dans les éprouvettes, et pas gérer toute l'équipe de laboratoire. Et ça c'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui. Donc comment être épanouie dans le milieu du travail, moi ma réponse a été de changer tout le temps. De faire des formations, et si, honnêtement, on pourra se reparler dans un an pour en reparler, mais le constat que je me suis fait, c'est de me dire, pour être épanouie, moi j'ai besoin d'être nourrie, et j'ai besoin de faire des choses très différentes. Et parfois quand on est employé dans un endroit, on te demande de te spécialiser dans quelque chose, ce qui peut avoir du sens, mais du coup moi mon choix ça a été de se dire, je fais un mi-temps. Donc là le boulot qui arrive, j'espère, c'est un mi-temps, et je veux faire autre chose à côté. Je veux trouver un équilibre où je serai à mi-temps là-dedans, et je serai soit prof, soit hypothérapeute, je sais pas encore, on verra les opportunités qui se présentent.
mais pour faire des choses différentes et pour se nourrir. Typiquement, moi je sais que je vis pas bien quand je ne suis pas dehors la moitié du temps. Ok. Et c'est con, mais l'environnement de travail aujourd'hui, il y a pas toutes les formes de travail te permettent pas d'être dehors, quoi. Moi, d'être dehors avec les oiseaux qui chantent ou la drache sous la pluie, même si j'aime pas trop la drache, ça me permet quand même de me sentir droite dans mes bottes et donc de savoir quel est l'équilibre dont j'ai besoin, qui change tout le temps. Hein. Je veux dire, il y a 3 ans, c'était une autre réponse, et dans 3 ans, ce sera sûrement une autre réponse. Je dirais, mais quelle était de merde cette histoire de mi-temps et tout. Mais c'est à l'instant T où il faut choisir ce qui est juste pour nous et pour les autres aussi. Parce que j'ai très fort maintenant dans cette logique épanouissement personnel, développement personnel, oui, très perso, nombril. Enfin, je veux dire nombriliste. Mais travailler, c'est travailler avec l'autre. Que ce soit des usagers, des collègues, des clients, n'importe. Mais donc, si moi, je suis pas bien dans ce que je fais, mais pas bien en mode, je sais pas, vraiment à ma place dans ce que je fais, tout le reste du système, il va dysfonctionner simplement parce que moi, je me fais cafouiller la fréquence, quoi. Et donc, je trouve que c'est important aussi pour les autres, pour le collectif. Et je pense que l'équipe dans laquelle j'étais, des échos que j'en ai, ils ont pris quelqu'un qui était peut-être moins sollicitant en termes d'énergie, moins à dire on va révolutionner ça, on va faire ça et tout. Mais ça va mieux, parce que c'est peut-être plus adapté. Et donc tant mieux, moi je suis hyper contente pour eux. Mais ouais, je crois que pour trouver l'épanouissement, il faut savoir qui on est, ce qu'on a envie de faire et savoir dire ce qu'on ne veut pas faire non plus. Et savoir se décentrer aussi et se dire de quoi eux ils ont besoin, de quoi la société a besoin, quels sont mes atouts, mais pas juste les miens dont je suis fière avec mon ego, mais de se dire en fait pour ça je suis douée parce qu'on me le dit souvent. Et donc c'est pas que ça me flatte l'ego, c'est que mais ok, c'est que ça fait sens quand je suis dans cette posture là. Et moi on me le dit par exemple par rapport à l'enseignement, c'est hyper gai à entendre et parfois moi je me dis ouais non mais être prof c'est trop facile pour moi, je vais pas faire ça, je vais me compliquer la tâche, il faut que je sois plus ambitieuse. Et en même temps si ça marche, et si ça marche pour 25 élèves à qui je peux parler de choses où ça les anime, est-ce que ma place c'est pas plutôt de faire taire mon ego et de se dire non, tu seras pas autre chose, tu vas faire ça parce que c'est ça dont le monde a besoin. Voilà, c'est une question que je me pose à laquelle j'ai toujours pas de réponse, donc on verra bien, mais voilà. Un grand merci pour ton partage et pour cet échange. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Non, je crois que j'ai déjà raconté plein de trucs. Non, mais il y a toujours beaucoup plus à raconter, mais je pense que là, on est bon. Ok, parfait. En tout cas, c'était hyper intéressant et on te croise les doigts pour la suite, pour les prochains jobs et tout. Donc, Inch'Allah, qu'ils me disent. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous avez des questions pour Sarah concernant son parcours, vous pouvez m'envoyer un mail ou un DM Insta et je lui transmettrai vos questions. Vous trouverez évidemment les liens pour me contacter dans les notes du podcast. Vous y trouverez également les liens des entreprises, des sites internet et des organisations dont nous avons discuté durant cet entretien. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous pouvez partager ce podcast auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et si vous avez fait un master en anthropologie et que vous aimeriez partager vos expériences professionnelles, vous pouvez me contacter, toujours par Instagram ou mail, et je me réjouirai de vous accueillir sur mon podcast. Au plaisir de vous lire et à très bientôt pour de nouvelles carrières anthropologiques.